On est de retour à Parle-moi de santé pour un autre épisode. Ici Alexis Goujon, physiothérapeute, fidèle au poste pour ce prochain épisode du podcast. Aujourd'hui, sujet passionnant, on parle de l'alimentation intuitive avec la nutritionniste Karine Paiement. On parle de d'où vient l'approche de l'alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est, on définit ça. Donc, on fait le tour de l'ensemble des raisons qui ont mené à l'émergence de cette pratique, de ce mouvement-là. On parle de plaisir de manger, on parle de signaux corporels pour reconnaître la faim, la satiété. On parle des effets bénéfiques sur la santé, bien démontrés scientifiquement, de l'alimentation intuitive. On fait un tour d'horizon de la mise en pratique. Comment on fait pour intégrer de plus en plus une pratique qui s'apparente à l'alimentation intuitive. Et on parle aussi également de différents cas particuliers pour se questionner à savoir est-ce que l'alimentation intuitive peut être appliquée par exemple à des athlètes, à des personnes qui ont un problème de santé, à des personnes qui ont des allergies. Donc bref, un tour d'horizon sur le sujet extrêmement passionnant. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir et apprécier cette conversation avec la nutritionniste Karine Paiement. Bon, alors on est parti ce matin avec Karine Paiement. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler ce matin d'alimentation intuitive, un sujet qui te passionne, qui est au centre aussi de tes intérêts comme professionnel de la santé, comme nutritionniste. Puis on va avoir la chance aujourd'hui de découvrir un peu qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose qui a peut-être eu un peu plus d'attention, je crois, dans les dernières années. La nutrition, c'est quelque chose qui touche les gens au quotidien. Tout le monde mange quelques fois par jour. Dans les dernières années, il y a ce mouvement. Il y a plusieurs noms. Là. On entend le mouvement de la santé à tous les poids, le mouvement de manger intuitivement, alimentation intuitive. Même, on parle d'activité physique intuitive. Toute la notion de pleine conscience, l'aspect méditatif. Bref, il y a plein de choses qui se recoupent et qui sont des éléments d'intérêt dans les dernières années. Fait que je suis très content de t'avoir pour en parler aujourd'hui. Peut-être avant qu'on se lance dans le vif du sujet, juste de donner un petit aperçu de tes activités professionnelles, de savoir pourquoi je t'ai invité. J'ai déjà dit que tu étais nutritionniste, mais au-delà de ça, qu'est-ce que fait Karine dans sa vie professionnelle? Beaucoup de choses. Dans le fond, effectivement, je suis diététiste, nutritionniste de formation. J'ai été chercher la certification de Intuitive Eating Counselor avec les fondatrices de l'approche dont on va parler, j'imagine, sous peu. On va en parler, exactement. Ce que je fais aussi au-delà de la pratique clinique, bien, actuellement, j'ai cessé de faire de la consultation individuelle, moi, personnellement, parce que je fais aussi un doctorat. Donc, à un moment donné, il fallait que je sélectionne mes projets, mais j'ai une clinique, dans le fond, avec différents points de service où j'ai une équipe de diététistes nutritionnistes qui, elles, vont, je dis elles, mais on a maintenant un homme avec nous, donc il et elle peuvent voir des clients. Moi, actuellement, je n'en fais plus, mais j'assure la supervision de cette équipe-là. Et ce que je fais, qui prend beaucoup de mon temps aussi, c'est le doctorat. Donc, je suis doctorante en sciences de l'activité physique, où j'étudie justement l'activité physique intuitive et l'alimentation intuitive. J'ai aussi une charge de cours à l'université, où j'enseigne la nutrition. Et je suis co-autrice du livre « Manger et bouger intuitivement » avec ma collègue et amie Geneviève Nadeau. Puis, je trouve ça vraiment intéressant le fait que tu as comme un pied dans le monde de l'activité physique et un pied dans le monde de la nutrition parce que veux pas, c'est des domaines qui sont étroitement liés. Puis souvent, les gens qui ont des objectifs en lien avec un de ces domaines-là, que ce soit un objectif en lien avec l'activité physique ou un objectif nutritionnel, souvent, c'est deux mondes qui doivent un peu collaborer ensemble et je trouve ça vraiment intéressant que tu aies les deux côtés de la médaille dans ton expertise. Fait que je pense que ça va ajouter vraiment une plus-value à la discussion d'aujourd'hui. Puis en même temps, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, je dirais la nutrition en général, mais j'en ai beaucoup découvert depuis que je fais le podcast. J'ai eu la chance de recevoir des nutritionnistes au podcast qui sont vraiment exceptionnels, qui m'ont transféré un bagage d'informations que je trouve très utile, non seulement pour ma vie personnelle, mes connaissances générales, mais même dans ma pratique comme physio. Parce que comme physio, on a la chance d'avoir un lien très particulier avec les gens. Souvent, on peut les voir pendant une certaine période ou même les gens ils vont avoir tendance à nous reconsulter pour d'autres problèmes. Fait qu'on ne développera pas un lien avec les gens. Les gens se confient beaucoup sur leurs défis de la vie de tous les jours. Puis, ne veut pas, l'aspect poids, activité physique, nutrition, habitudes alimentaires ou habitudes de vie, c'est des choses qui reviennent. Puis, je trouve que je suis mieux outillé pour écouter ce qu'ils ont à dire, à la limite, même leur donner des sources d'informations où ils peuvent se référer. Fait que je trouve ça vraiment intéressant aujourd'hui d'aborder ça parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode là-dessus. Ah ben génial, je suis contente d'avoir eu l'invitation. Puis si on commence juste tout simplement par définir un peu qu'est-ce que c'est, parce que
moi, je trouve que c'est important, les définitions. Je suis quand même un fan de définitions dans la vie. Puis peut-être qu'il y a des gens qui pourraient dire que l'alimentation intuitive, c'est une chose ou c'est une autre. Mais il y a un consensus ou il y a une façon de le décrire. Fait que commençons par ça. Grosso modo, qu'est-ce que c'est l'alimentation intuitive? Oui, bien sûr. En fait, l'alimentation intuitive, c'est le fait d'être guidé dans notre acte de manger en se basant sur nos sensations corporelles. Donc, on va souvent parler des signaux de faim et de rassasiement, mais ça va au-delà de ça. Donc, oui, il y a le volet être à l'écoute de nos signaux corporels, mais il y a aussi nos sensations physiologiques liées, par exemple, à nos émotions. Quand je vis une émotion, bien, ça va se traduire par des signaux. Et ça, bien, c'est d'apprendre à être en mesure de mieux les identifier, mieux y répondre. Donc, de savoir est-ce que c'est de la faim physiologique, est-ce que c'est un signal plus de stress, est-ce que c'est parce que j'ai pas suffisamment dormi. Donc, d'être capable de faire la distinction entre qu'est-ce qui peut expliquer que je ressens ces sensations corporelles-là. Donc, des fois, la définition un peu écourtée qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est « mange quand t'as faim, arrête quand t'as plus faim », mais dans la réalité, c'est plus complexe que ça. Il y a vraiment un volet, une des fondatrices de l'approche décrit l'alimentation intuitive en une phrase que je trouve qui vraiment résume bien la chose, c'est que c'est une interaction dynamique entre l'intuition, donc l'instinct, les signaux corporels, mais aussi les pensées et les émotions. Parce que tout ça, ça va dicter nos comportements et ce que l'alimentation intuitive veut nous aider à améliorer, c'est nos comportements alimentaires puis notre relation avec la nourriture. Donc, c'est vraiment assez complexe comme concept, mais si on le résume simplement, c'est un équilibre entre notre instinct, notre intuition, l'équilibre entre les pensées également, ainsi que nos émotions. Puis ça vient de où ce mouvement-là? Y a-t-il un endroit dans le monde où ça a été plus comme en émergence, puis ensuite ça s'est un peu comme démocratisé à l'international? Tu sais, tu parlais des fondatrices, puis on remonte à quand environ? Parce que je sais que ça fait plus longtemps que ça existe que le moment depuis lequel on en parle, ce qui est souvent le cas avec la science. Tu sais, les choses arrivent dans disons, sur le plancher des vaches plus tard que ce que ça a été étudié, etc. Fait que c'est quoi un peu le background derrière ça? Oui, dans le fond, le background, les fondatrices de l'approche qui ont comme formalisé, qui ont mis les principes en place, etc., ce sont Evelyn Tribole et Elise Reach, qui sont des diététistes nutritionnistes américaines. Le premier livre, la première édition du livre Intuitive Eating, c'est en 1995 qui a été publié. Donc, ça fait déjà quelques années. Une trentaine d'années. Exactement. Puis, l'étude, disons, la littérature scientifique a commencé à apparaître en lien avec cette approche-là. Elle suit dans les années qui suivent la parution de ce livre-là. Donc, le livre a vraiment été basé sur des concepts dans la littérature scientifique, puis par la suite, sont venues des études qui sont venues appuyer le fait que cette approche-là avait effectivement des effets positifs, que ce soit dans des études plus transversales, donc des associations, ou des études plus d'intervention, donc est-ce qu'on peut apprendre à manger plus intuitivement, puis qu'est-ce que ça a comme impact. Donc, ça fait quand même plusieurs années que ça existe, là, puis c'est vraiment le pourquoi les fondatrices ont voulu avoir cette approche-là, c'est que quand elles ont commencé à pratiquer comme diététistes nutritionnistes, bien souvent, ce que les gens venaient chercher, c'était des plans alimentaires pour perdre du poids. Exact, c'est ça. Ça, c'est comme disons, traditionnellement, on associe la nutrition ou le diététisme à ce principe-là. Dis-moi quoi faire pour perdre du poids, dis-moi quoi manger, combien, etc. Exact. Puis les autrices, dans le fond, ce qu'elles ont observé, c'est que oui, elles étaient capables, avec les connaissances qu'on a de la nutrition, d'émettre un plan alimentaire avec un nombre de calories, un nombre de glucides, de protéines, etc. Mais ce qu'elles observaient souvent, puis ce qu'on voit aussi dans la littérature de plus en plus, c'est que même si on fait un plan avec une restriction calorique, bien, les gens, même s'ils arrivent à perdre du poids, ne vont pas nécessairement maintenir cette perte de poids-là, puis il peut s'en suivre des effets négatifs en lien avec l'estime de soi, sentiment de culpabilité, la relation troublée avec la nourriture, etc. Donc, elles étaient un peu en conflit de valeurs. Elles ne se sentaient pas à l'aise de poursuivre, de pratiquer la profession de cette façon-là, considérant qu'elles voyaient que les gens revenaient vers elles. Puis ça, c'est ceux qui revenaient vers elles, hein, parce que, tu sais, des fois, les gens vont se sentir coupables, ne vont pas revenir voir la nutritionniste s'ils ont l'impression que c'est de leur faute, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais elles se sentaient mal de redonner des plans alimentaires à ces gens-là, considérant que ben, ça n'avait pas marché la première fois, puis qu'on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas l'approche à avoir pour aider réellement les gens. Et c'est de là qu'elles ont commencé à travailler avec cette approche-là jusqu'à en publier un livre. Puis là, ben, s'en est suivi, dans le fond, plusieurs éditions en lien avec la littérature scientifique qui évoluait. Donc, il y a eu des petits changements au fur et à mesure. Mais ça vient vraiment de là, du fait que d'essayer de perdre du poids en suivant un régime, une diète, c'est pas quelque chose qui est nécessairement bénéfique, même si on pense que c'est ça que les diététistes nutritionnistes font. Ce n'est pas le cas. Donc, dans le fond,
ce mouvement-là ou cette approche-là. En fait, c'est vraiment une approche parce que c'est plus qu'un mouvement. Tu sais, mouvement, des fois, on va parler d'un mouvement social ou d'idéologie, mais c'est vraiment, disons, une stratégie ou une approche ou un principe nutritionnel. C'est pas nécessairement la nouvelle diète moderne, là, la nouvelle diète à la mode, cette affaire-là. Non, effectivement, c'est pas une nouvelle diète. Par contre, il faut être consciente que l'industrie de l'amaigrissement, l'industrie de la perte de poids, c'est une industrie qui est très lucrative. Hein? Donc, ils ont beaucoup de budget, de marketing, et l'intuition étant une approche qui a gagné en popularité dans les dernières années, bien, c'est pas rare qu'on peut voir des publications, des publicités, des gens qui vont faire la promotion d'une approche anti-diète intuitive, mais que quand on s'intéresse à c'est quoi le service ou le produit qu'ils ont à vendre, bien, finalement, c'est pas du tout intuitif. C'est des listes d'aliments permis puis des listes d'aliments à consommer à l'occasion. Donc, il y a quand même cette dichotomie-là entre les aliments bons, entre guillemets, et mauvais, entre guillemets. Donc, c'est pas parce qu'il y a le mot intuitif que nécessairement c'est l'approche intuitive. Exact. Ouais, en fait, le marketing des diètes, de l'amaigrissement et de la perte de poids, c'est approprier cet aspect d'alimentation intuitive pour essayer d'aller chercher les revenus chez les personnes qui s'intéressent à ce mouvement-là et finalement revenir dans un même cercle qui ressemble au même principe antérieur de la perte de poids, des diètes, des plans alimentaires, puis des solutions peut-être, entre guillemets, simples, alors que c'est des problèmes beaucoup plus complexes. Donc, ça répond un peu à ce besoin-là que historiquement, ça fait des années et des années et des années que les gens essaient de perdre du poids, que les gens sont insatisfaits avec leur image corporelle, peut-être que même les gens cherchent des solutions pour leur santé, mais c'est beaucoup centré historiquement autour de l'aspect esthétique, l'aspect « je me sens pas bien dans ma peau, je pense que je devrais perdre du poids, je pense que je devrais vivre dans un corps plus mince ». Et s'en est suivi des dizaines d'années, ou en fait, probablement depuis plus longtemps, probablement depuis un siècle, de toutes sortes de diètes qui reviennent. À chaque dizaine d'années, il y en a une nouvelle qui passe, puis là, c'est la nouvelle mode, la nouvelle façon miracle de perdre du poids. Puis de ce que je comprends, de ce que tu rapportes, et aussi de mes discussions avec les autres nutritionnistes dans les épisodes précédents de mes podcasts, c'est que même s'il y a certaines personnes il y a plusieurs personnes qui réussissent à perdre du poids à court terme avec des diètes, ne serait-ce qu'en ayant une restriction calorique, souvent au début, ça peut amener ça. Mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes intrinsèques programmés par le corps et le fait que le poids en soi, ce soit quelque chose de biologiquement très complexe qui font qu'à long terme, c'est rare que les gens ont des solutions très satisfaisantes à la hauteur de leurs attentes par rapport au poids en tant que tel. Donc, soit les gens reprennent du poids, soit les gens prennent encore plus de poids. Et là, les gens ont tendance à tomber un peu dans un cercle vicieux des diètes à répétition. Souvent, c'est des gens qui vont avoir toute une vie avec une insatisfaction de l'image corporelle. Et donc, de ce que j'en comprends, c'est que cette alimentation intuitive-là, cette approche-là, ça répond un peu à ces problématiques-là du passé. Et on essaie de voir c'est quoi une façon peut-être plus logique et santé sur le long terme de se nourrir ou de voir la nutrition. Parce qu'en fait, la nutrition ou l'alimentation, c'est plus que juste les nutriments qu'on met dans notre corps. Puis, jusqu'à tout récemment, on avait l'impression qu'il fallait se concentrer sur nos apports caloriques, nos apports en protéines, etc. Mais ce qu'on réalise, c'est que quand on émet des recommandations nutritionnelles, bien, on ne va pas juste influencer ce que la personne va manger. En fait, souvent, on ne va pas nécessairement influencer. Le changement de comportement, c'est plus complexe que ça. Mais ça se peut qu'on influence leur perception de leur choix alimentaire. Ça se peut qu'on influence la relation qu'ils ont avec la nourriture. Puis tout ça, ça va influencer notre capacité à faire des choix qui vont nous faire du bien, qui vont répondre à nos besoins nutritionnels, oui, physiologiques, mais aussi nos besoins plus sensoriels, nos besoins plus sociaux. Donc, la santé, il faut le rappeler, c'est pas juste la santé physique, c'est la santé psychologique, la santé sociale. Et tout ça, quand on parle d'alimentation, bien, comme tu le disais d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui, on le répète à tous les jours, ça fait partie de notre vie au quotidien. Donc, c'est important d'optimiser la relation qu'on a avec l'alimentation. Puis, l'alimentation intuitive, c'est ça son mandat. C'est vraiment d'améliorer notre relation avec la nourriture. Puis, on parle souvent du fait que c'est une approche qui convient bien aux gens qui ont essayé de suivre des diètes par le passé à maintes reprises. Mais je le vois aussi comme un outil de prévention, un outil qui peut nous aider à éviter de tomber dans les fameuses diètes, parce qu'un des principes de l'alimentation intuitive, c'est de rejeter la culture des diètes, donc de réaliser à quel point c'est omniprésent puis qu'on ne le réalise pas, mais ça teinte nos pensées, ça teinte le discours interne qu'on peut avoir envers nous quand on fait des choix alimentaires. Et ça, ben, c'est une bonne chose d'en prendre conscience pour voir est-ce qu'on veut nécessairement laisser cette culture-là influencer tant que ça nos décisions puis nos comportements alimentaires par la suite. Oui. Puis on va parler des principes clés. Tu as déjà comme introduit certains des principes clés, puis on va essayer de les détailler pour que les gens aient une bonne idée globale de ce que c'est. Mais avant qu'on en parle, ça ressemble
à quoi un peu l'état des choses? Tu sais, on a des études au Québec qui ont regardé un peu à quoi ressemble la satisfaction corporelle, la quantité de gens qui essaient de perdre du poids, qui vont s'investir dans un régime. Ça ressemble à quoi? Parce que moi, il ne passe pas une semaine sans que je ne suis pas en contact avec quelqu'un qui va avoir soit une attitude, un commentaire ou un discours qui rentre dans ce que je dirais le spectre des, pas nécessairement le trouble alimentaire, mais le spectre des comportements ou des relations avec les aliments qui peuvent être, disons, pas souhaitables ou pas idéales, disons. Fait que ça ressemble à quoi les chiffres? Oui, bien, il y a le groupe Équilibre que moi, j'aime beaucoup, autant le contenu, les campagnes, tout ce qu'ils font, mais qui vont aussi faire des sondages, des enquêtes auprès de la population québécoise. Puis un des sondages qui marque à quel point c'est omniprésent, là, effectivement, c'était mené auprès de Québécois, Québécoises de 14 ans et plus. Et ce qui rapportait, c'était que 62% souhaitaient maigrir, et ce, peu importe leur poids. Donc, c'est quand même plus d'une personne sur deux. Dans les autres statistiques qui étaient intéressantes, inquiétantes, je devrais plutôt dire. Mais que ça marque l'imaginaire. Au niveau de la relation avec la nourriture, c'était plus de 40% qui sont... attendez-moi un petit peu, il faut que je regarde dans mes notes, pardon. 42% qui ressentent de la pression pour ressembler aux standards de beauté. Donc ça, c'est en lien avec l'image corporelle. Mais au niveau de l'alimentation, c'était aussi 42% qui ressentent une pression pour bien manger, puis 46% qui rapportaient contrôler la quantité d'aliments qu'ils mangent, c'est des chiffres qui sont quand même élevés. Là. Quand on est dans les 40% et plus, là, ça veut dire qu'on est presque à une personne sur deux en général. Et ça sondait peu importe le sexe, masculin, féminin. Oui, peu importe le sexe, mais effectivement, tu fais bien de le nommer. C'était quand même plus présent chez les femmes que chez les hommes, mais on a tendance à penser que pour les hommes, c'est pas le cas, mais oui, c'était présent chez les hommes aussi, c'est juste que c'était un peu plus présent chez les femmes. Oui, exactement. Fait que c'est quand même des chiffres qui frappent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont non seulement insatisfaites du corps dans lequel ils vivent, qui vivent de l'anxiété ou de l'insatisfaction en lien avec ça, mais aussi il y a des gens qui sont préoccupés au quotidien par ce qu'ils mangent, et donc que le simple fait de s'alimenter, qui est un besoin primaire essentiel, qui dans un monde idéal devrait être au centre de quelque chose qui ressemble à du plaisir, qu'il y a du monde qui vivent ça au quotidien avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de difficultés, que c'est peut-être comme un calvaire de passer à travers une journée en se demandant qu'est-ce que je vais manger, comment, combien, si je sors puis j'ai pas accès aux aliments idéaux, qu'est-ce qui va se passer si je commande telle affaire. Fait que ça veut dire que ça préoccupe beaucoup de personnes. D'où l'importance que les gens soient sensibilisés, je pense, à ces enjeux-là, puis d'où la pertinence de t'avoir aujourd'hui pour en parler, là. Oui, puis tu sais, le pourquoi les gens sont tant préoccupés par la qualité de leur alimentation, ben, c'est parce qu'on en a beaucoup parlé. Autant la culture des diètes, on va mettre l'industrie de l'amaigrissement d'un côté, mais il ne faut pas se cacher que les professionnels de la santé aussi, là, moi, dans le cadre de ma formation au baccalauréat, on en parle là, de la perte de poids puis des choix à privilégier pour optimiser les sensations de rassasiement puis la densité énergétique, etc. Donc, on veut changer ce discours-là parce qu'on réalise à quel point ça peut peut-être être plus dommageable qu'aidant. N'en demeure pas moins qu'on a un background, on a des biais parce qu'on est des êtres humains. Donc, même si on veut avoir l'approche la plus bienveillante au monde, n'en demeure pas moins qu'il faut qu'on soit conscient que peut-être nous-mêmes, comme professionnels de la santé, puis je vais me prendre moi comme exemple, comme diététiste nutritionniste, mais des fois, les gens vont avoir une attente par rapport à un physique particulier, d'avoir un certain gabarit corporel, parce qu'on s'attend à ce que une diététiste nutritionniste mange bien, entre guillemets, évidemment. Donc, considérant qu'on a une perception que le poids est très contrôlable, on s'attendrait à ce qu'une diététiste nutritionniste ait un gabarit X, alors que la réalité, c'est que je pourrais m'alimenter le mieux possible et avoir tel gabarit, et une de mes collègues pourrait manger n'importe quoi, n'importe quand, et avoir un autre gabarit. C'est vraiment pas interrelié le fait d'avoir certaines habitudes alimentaires et une composition corporelle X. C'est ça. Mais l'imaginaire collectif est que si je mange de telle façon, je devrais avoir tel physique. Donc, il y a beaucoup de pression auprès des professionnels de la santé. Puis, j'ai pris les nutritionnistes comme exemple parce que c'est facile de faire le parallèle. Mais dans notre clientèle, au niveau des relations troublées avec la nourriture, sans nécessairement que ce soit un diagnostic de troubles de comportement alimentaire. Là, le continuum de la relation avec l'alimentation, c'est quand même large. Exact. Il y a beaucoup de professionnels de la santé parce qu'on a ce discours-là qu'on devrait, comme professionnel de la santé, donner l'exemple, entre guillemets, alors que c'est pas parce qu'on a un gabarit X qu'on va pas nécessairement avoir de saines habitudes de vie. Puis le saine, je vais mettre des guillemets là-dessus parce que on est tous des personnes différentes. Il y a certaines habitudes de vie qui vont être plus saines pour moi versus pour toi.
Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment individualiser. Parce que l'activité physique, si je prends cet exemple-là, vu que j'ai quand même ce background-là en tête, bien, on a l'impression que plus on en fait, mieux c'est, mais c'est pas vrai. Il y a vraiment des gens pour qui bouger, c'est quelque chose qu'il faut réduire parce que c'est une dépendance qu'ils vont avoir envers l'exercice. C'est leur seule façon de réguler leurs émotions. Donc, parfois, il faut ramener le fait que faut individualiser, il faut observer est-ce que c'est nécessairement ça qui va être le mieux pour la personne. Et c'est là que, autant l'approche intuitive que notre approche comme professionnel, qu'on décide d'y aller vers l'approche intuitive ou pas, c'est important de l'individualiser parce qu'on est tous différentes et il y a quand même différentes choses à considérer, d'où l'importance de travailler en équipe multidisciplinaire parce que le médecin de famille n'a pas nécessairement le temps d'aller creuser autant au niveau de la relation avec la nourriture que nous, par exemple, on peut pas avoir le temps de le faire comme nutritionniste. Et même chose, la relation avec l'activité physique, on peut l'aborder un peu, mais on ne va pas avoir autant d'expertise que, par exemple, un ou une kinésiologue qui va pouvoir vraiment bâtir autour de la relation que la personne a avec l'activité physique, puis des restrictions, par exemple, au niveau du mouvement. Ouais. Donc, c'est vraiment important de collaborer ensemble puis d'arriver vers quelque chose qui est plus individualisé et d'essayer... C'est dur parce que dans un contexte de communication plus à grande échelle, on ne peut pas individualiser. Donc, il faut avoir un discours qui est plus nuancé, mais les gens n'aiment pas tant ça, les nuances. Exact. Et les gens s'attendent à avoir des réponses précises à des questions qui ont souvent plusieurs éléments de réponse. Fait que, tu sais, moi, je vis la même chose quand je fais de la vulgarisation en lien avec les blessures, les douleurs, la prévention, gestion de la santé physique. Tu sais, un des exemples, c'est l'arthrose au genou. Tu sais, les recommandations pour l'arthrose au genou ou l'arthrose en général, c'est comme faites de l'activité physique, puis assurez-vous d'avoir des habitudes de vie en général qui ont de l'allure, puis faites des exercices qui permettent de travailler vos articulations puis vos muscles. Ben, c'est très général, mais c'est tout bon. T'sais. En général, c'est bon, mais quand individuellement, j'ai quelqu'un dans ma clinique qui a de l'arthrose, ben, ça se peut que mon plan soit beaucoup plus individualisé selon les éléments qui sont pertinents pour cette personne-là. Fait que, le même parallèle se ferait avec quelqu'un qui a une relation avec la nourriture X ou peu importe quelqu'un qui veut avoir certains objectifs en consultant une nutritionniste. Faut que ce soit individualisé parce que disons, les grands principes généraux peuvent être bien pour débuter, comprendre certains principes clés, mais souvent, pour atteindre des objectifs plus spécifiques, il faut avoir cette approche individualisée. Oui, définitivement. C'est quoi les grands principes de cette approche-là? Donc, l'alimentation intuitive, elle est décrite souvent avec un nombre de principes X. Là, je ne me rappelle pas, il y en a combien, tu nous le diras. Puis, peut-être juste nous détailler ou faire un tour d'horizon des grands principes clés. Oui, dans le fond, c'est sûr, je ne les dirai pas dans l'ordre parce que je ne les connais pas dans l'ordre nécessairement, mais je vais quand même expliquer sur quoi ils se basent parce que c'est basé, comme je le disais un peu plus tôt, sur de la littérature scientifique. C'est basé sur le fait d'aider les gens à avoir une meilleure conscience interoceptive. Donc ça, c'est un mot très joli pour dire la capacité à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Donc si j'ai envie d'uriner, c'est à l'intérieur de mon corps que ça se passe. C'est ma conscience interoceptive qui me dit « Karine, trouve une toilette dans les prochaines dizaines de minutes parce que tu as besoin d'aller évacuer ton surplus de liquide de ton corps. » Donc ça, c'est une chose. Donc, il y a des principes, sur les 10 principes qu'il y en a 5 qui vont plus être orientés vers augmenter notre conscience interoceptive, donc travailler à être plus sensible, de mieux percevoir ces signaux-là. Puis il y a 5 autres principes qui, eux, vont plus viser à réduire les obstacles à cette conscience-là, donc les choses qui font en sorte qu'on est moins à l'écoute de nos signaux corporels. Si je reviens à ceux qui sont plus basés sur augmenter notre capacité à reconnaître nos signaux, bien, il y a un principe qui est, puis là, c'est sûr que je ne le dirai pas mot pour mot, là, je vais le dire dans mes mots, mais exactement. Donc, il y en a un qui est de reconnaître nos signaux de faim, donc de répondre à nos signaux de faim, parce qu'on vit dans un mode de vie où on est tout le temps pressé, puis notre horaire il est surchargé, puis on a un certain moment pour manger. Ce qu'on essaye avec ce principe-là, c'est d'identifier quand est-ce que je suis capable d'identifier ma faim et d'y répondre. Donc, de ne pas me dire « Ah ben non, c'est pas l'heure de manger encore, il faut que je repousse ça à plus tard parce qu'il est 11h02, c'est bien trop tôt pour dîner, ça n'a pas de bon sens. » Après ça, il y a des contextes où, en milieu de travail, si on est chirurgien et qu'on est en train de faire une opération, c'est sûr que... C'est pas le temps d'aller prendre le sandwich. Exactement. Fait qu'il y a comme des stratégies pour optimiser, pour essayer de régulariser notre faim, mais si je reste dans les principes, le premier, c'est de reconnaître nos signaux de faim pour essayer d'identifier quand est-ce que je suis capable de répondre à ma faim avant qu'elle soit excessive. Parce que la faim, c'est pas nécessairement quelque chose qui apparaît et disparaît, c'est quelque chose qui apparaît graduellement. Donc, on veut y répondre quand ça commence à être un petit peu plus présent et non pas quand on est affamé. Mm-hmm. Après ça, il y a la reconnaissance de notre sensation de rassasiement, donc de faire la distinction entre
j'ai atteint mon rassasiement versus je suis trop plein versus j'ai mal au cœur tellement que j'ai mangé. Ça, c'est genre le 24 décembre chaque année Exactement. au réveillon. Là. Exactement. Donc, faim, rassasiement. Après ça, il y a la satisfaction, donc d'avoir du plaisir à manger, de reconnaître que bien, si j'ai envie de manger quelque chose qui sensoriellement va me faire plaisir, bien, pourquoi j'ignorerais ce désir-là? Puis un exemple que je donne souvent, c'est je pourrais manger un plat qui serait composé de brocoli, de riz brun puis de tofu. Je répondrais à mes besoins nutritionnels, donc je serais rassasiée. Mais si à la base, j'avais le goût de manger quelque chose d'un petit peu plus croustillant, d'un petit peu plus salé, d'une texture particulière, bien, ça se peut que j'ai encore faim, entre guillemets, après, donc une faim peut-être un peu plus sensorielle. Donc, de reconnaître notre satisfaction, ça peut nous aider à viser un rassasiement plus sensoriel. Donc, on veut répondre aux deux. Après ça, toujours dans ceux qui augmentent notre conscience interoceptive, on va avoir les émotions parce que, tu sais, observer ces émotions avec bienveillance, si je me souviens bien l'énoncé exact. Parce que, je le disais un petit peu plus tôt, mais nos émotions, elles ont des manifestations physiologiques. Donc, si je suis stressée, par exemple, ou si j'ai de la peine, mais ça se peut que j'ai envie de manger pour venir combler cette émotion-là, venir apaiser l'émotion. Et c'est pas quelque chose qui est mal ou qui est bien de manger nos émotions. Ce qui est plus problématique, si je veux le dire comme ça, c'est quand que le fait de manger pour répondre à cette émotion-là va venir créer plus de culpabilité ou plus d'émotions désagréables par la suite. Donc, c'est un outil parmi un coffre à outils qui est tout à fait valide d'utiliser, mais ça peut devenir problématique si ça engendre encore plus d'émotions désagréables, si je peux le dire comme ça. Dans le sens où tu vis une émotion difficile, tu pourrais être attiré à manger un aliment X, peu importe ce que c'est. Puis suite à ça, tu pourrais avoir de la culpabilité d'avoir dû manger quelque chose que tu penses que tu n'aurais pas dû manger ou quelque chose que tu penses qui n'est pas bon pour la santé. Puis là, il y a comme un cercle vicieux d'émotions négatives générées par ça, de la culpabilité, etc. Exactement. Donc, le principe d'observer ces émotions avec bienveillance, c'est d'observer, OK, bien, en ce moment, je vis telle émotion, ça se manifeste physiquement de cette façon-là. C'est quoi mes options pour répondre à ce besoin-là? Parce que d'une certaine façon, tous les signaux que notre corps nous envoie, c'est une manifestation d'un besoin auquel je dois répondre. Puis, bien, des fois, on répond de la façon où je réponds réellement aux besoins, puis d'autres fois, on va adapter des comportements qui ne vont pas nécessairement répondre aux besoins, donc la sensation physique va être maintenue. Ouais. Est-ce que je peux tousser? Absolument. Okay. J'ai comme un petit chat dans la gorge. J'ai une question pour toi pendant qu'on est dans les... Là, tu as fait le tour des 5... comment tu les as appelés? Les 5 principes liés à... La conscience interoceptive. La conscience donc interoceptive. Aux sensations corporelles internes. Fait qu'avant de parler des 5 autres principes qui sont plus en lien avec les obstacles, les barrières, de ce que je comprends, tu sais, dans la notion d'écouter ces signaux de faim, c'est quoi des petits trucs concrets en général que peut-être des fois les gens font pas, que les gens ont oublié, que quand on est capable de leur mettre en tête ces éléments-là, que ça va avoir tendance à faciliter la vie des gens de prendre conscience de ces signaux-là? Y a-t-il des petits éléments clés que tu as tendance à répéter en général ou des trucs qui semblent fonctionner, qui ont été démontrés? Le podcast est présenté par Overview. C'est une plateforme en ligne pour les professionnels de la santé où tu peux t'abonner pour avoir accès en tout temps à une synthèse de tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Donc, tu te demandes si une intervention serait recommandée ou non pour une patiente que tu as vue cette semaine. En quelques clics sur Overview, tu as réponse à ta question. C'est une ressource fiable, innovante dans le transfert de connaissances et ça permet d'avoir accès rapidement aux meilleures pratiques, chose que je valorise grandement personnellement comme physiothérapeute dans mon travail. En plus, Overview, c'est une entreprise menée par une jeune physiothérapeute inspirante ici même au Québec qui veut faciliter la vie des professionnels pour avoir une pratique basée sur les évidences scientifiques. Si tu veux une réduction de 10% sur l'abonnement individuel, tu peux utiliser le code SANTE10, S-A-N-T-E 10, et tu peux aller jeter un coup d'œil au site web d'Overview en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Oui, bien en fait, de prendre un temps d'arrêt puis d'observer. Parce qu'on vit dans une société de performance, on est tout le temps pressé. Donc, de prendre un temps pour être connecté à ce qui se passe dans le moment présent. Puis c'est là qu'on peut peut-être faire la distinction entre l'alimentation pleine conscience et l'alimentation intuitive. Oui, c'est un bon point.
En fait, l'alimentation pleine conscience, c'est vraiment d'être dans le moment présent. Donc, d'être à l'écoute de ce qui se passe, de comment on se sent, autant au niveau des sensations physiques que aussi de notre environnement, pour voir comment ça peut avoir un impact sur notre décision de manger, les portions qu'on sert. Est-ce que quand je suis avec des gens, je vais manger plus versus quand je suis toute seule? Est-ce que je vais manger différemment? Est-ce que mes choix alimentaires, quand il y a des gens autour de moi, sont différents parce que j'ai peur que les gens jugent le contenu de mon assiette? Est-ce que quand je regarde la télévision en même temps que je mange, est-ce que ça a un impact sur la quantité d'aliments que je vais manger ou même juste sur mon rassasiement sensoriel? Parce que si je mange en faisant autre chose, bien, peut-être que je n'intègre pas en ce moment que ce que je mange, c'est savoureux, c'est bon. Puis je finis mon assiette, puis oups, je m'en suis pas rendu compte, puis j'ai déjà fini de manger. Donc, peut-être que j'ai comblé mes besoins nutritionnels, mais pas nécessairement au niveau sensoriel. Donc, de prendre un moment d'arrêt puis d'essayer de limiter les distractions, ça peut être une stratégie qui est intéressante. L'autre chose aussi qui peut être faite, c'est de tenir un journal. Donc, ça n'a pas besoin d'être un journal alimentaire qui est élaboré, tu sais, une demi-tasse de ci, cuit dans tant de millilitres d'huile, mais plus à quelle heure j'ai mangé, à quel endroit, comment je me sentais avant, qu'est-ce que j'ai mangé sans aller dans le détail, genre pâté chinois, pas besoin de mettre les quantités, etc., puis comment je me suis sentie après. Donc, de prendre ce temps-là, c'est sûr que c'est un travail qui demande du temps, mais l'approche intuitive, soyons honnêtes, c'est quand même une approche qui demande un certain travail d'introspection. Ouais. Donc, si vous êtes une jeune maman, que vous avez de la difficulté à dormir la nuit puis que votre horaire est un peu chamboulé par l'arrivée d'un nouveau bébé, bien, ça se peut que ce soit plus difficile d'intégrer l'approche intuitive 100%. à ce moment-ci. Donc, vraiment de voir est-ce qu'on a le temps, l'énergie et l'envie de faire ce travail d'introspection-là, mais de noter, ça peut nous aider à prendre conscience, donc de prendre un temps d'arrêt. Puis peut-être le cinquième point, il en restait un pour augmenter notre conscience interoceptive, c'est le mouvement, donc l'activité physique. Parce que souvent, quand on a une relation peut-être un peu plus troublée avec la nourriture, ou qu'on vit dans un certain cycle de diète à répétition, bien souvent l'activité physique, elle est entrée dans notre vie dans un contexte où on voulait perdre du poids, donc on s'est inscrit au gym et on s'est mis à faire des entraînements pour brûler le plus de calories possible. Donc quand notre relation avec l'activité physique, c'est ça, plus souvent qu'autrement, c'est associé à l'abandon d'activité physique. Donc, on le sait, hein, en janvier, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent au gym, mais ce n'est pas tout le monde qui reste là les 12 mois. Et ça fait en sorte que notre relation avec l'activité physique peut aussi être altérée. Donc, souvent, c'est un peu, il y a un parallèle à faire ici. Quand on parle de ce principe-là là, de le mouvement, ressentir la différence, c'est de rappeler aux gens que le mouvement, c'est pas juste l'entraînement avec un abonnement au gym, c'est pas juste les entraînements où on sue abondamment et où on a mal partout, on est courbaturé. C'est aussi d'aller prendre une marche, c'est aussi de jardiner, c'est aussi d'aller jouer avec notre chien au parc, d'y lancer la balle, de se pencher pour la prendre, d'y relancer. Donc, tout, jouer avec nos enfants, aller jouer au ballon poire dans la cour d'école du quartier. Donc, vraiment de retrouver du plaisir dans le mouvement puis de le ressentir. Parce que si je fais de l'activité physique dans le but de brûler des calories ou dans le but d'avoir un meilleur résultat sur mon bilan sanguin dans 3 mois quand je vais retourner voir mon médecin, mais ça se peut que la motivation à le faire au quotidien soit pas la même que si je prends le temps de m'arrêter puis d'observer comment je me sentais avant de bouger puis comment je me sens après, puis à quel point ça fait du bien de bouger, à quel point notre corps en a besoin de ce mouvement-là. Donc, c'est le dernier des 5 principes, disons, qui nous amène à nous concentrer davantage sur comment on se sent autant avant qu'après avoir bougé, par exemple, au niveau de nos émotions, au niveau de l'alimentation. Parce que notre corps, c'est une machine extraordinaire. Puis je dis machine, mais en fait, c'est pas une machine, on s'entend. C'est un organisme. Un organisme serait un meilleur terme, effectivement. Ouais. Son but, c'est pas d'avoir le corps qui est en vogue sur les réseaux sociaux, mais c'est pas non plus de manger le plus possible à outrance. Tu sais, des fois, on a l'impression que si on s'écoute, on se lèvera jamais du sofa et on va manger n'importe quoi, n'importe quand. Alors que dans la réalité, notre corps, il veut être stable, il veut être bien. Donc, il va nous amener à prendre des décisions, à adopter des comportements qui vont faire en sorte qu'on se sent bien si on l'écoute. Puis ça, c'est la partie, évidemment, c'est simplifié, là, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça, c'est le volet plus, disons, écoute de nos signaux corporels. Mais après ça, dans la société dans laquelle on vit, il y a plein d'obstacles à être capable d'écouter ces signaux-là. Donc, on peut penser, entre autres, aux croyances. Donc, dans la population plus en général, c'est l'industrie de la diète dont on parlait un petit peu plus tôt. Il y a aussi notre discours interne, donc qui est teinté justement par notre environnement, mais il y a différents principes justement qui nous amènent à réfléchir par rapport à ces obstacles-là qui peuvent faire en sorte qu'on écoute moins notre corps.
Donc là, encore une fois, je ne vais pas les nommer exactement, littérairement, comment ils sont écrits, mais on va avoir défié sa police alimentaire. Donc ça, c'est son discours interne qu'on veut remettre en question. Donc si je me culpabilise après avoir fait un choix d'aliments en particulier, bien, pourquoi je me parle comme ça? Pourquoi j'ai ce discours culpabilisant-là? En quoi ça me sert? Plus souvent qu'autrement, à pas grand-chose, même qu'au contraire, ça nous nuit. Après ça, il y a le fait de ne pas catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais. Donc ça, je ne me rappelle plus comment on le nomme exactement, mais... Grosso modo, ça le dit très bien. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, il y a des aliments qui sont plus nutritifs que d'autres, ça, on est d'accord, mais il n'y a pas de valeur morale. Bien, en fait, il n'y a pas. Il ne devrait pas, mais plus souvent qu'autrement, juste dans la terminologie, des fois, on va parler de cochonnerie ou de malbouffe. Ouais. Donc, c'est tous des termes qui ont une connotation négative. Donc, on veut ramener les aliments sur un même pied d'égalité parce que quand on a ces interdits-là, quand on a ces perceptions-là qu'il y a des aliments qui ne sont pas corrects, que c'est mal d'en manger, bien, soit on va se restreindre, soit on ne va pas nécessairement se restreindre, mais ça peut faire en sorte que quand on en mange, on se dit « Ah, bien, tant qu'à en avoir mangé, je vais en manger plus parce que de toute façon, ben j'ai gâché, entre guillemets, ma saine alimentation en mangeant de ça, ou j'en mange pas souvent. Fait que quand j'en mange, je vais en manger jusqu'à temps d'être plus que rassasiée. » Donc, on veut enlever cette dichotomie-là, on veut enlever le fait que c'est pas des aliments qui sont bien ou mal, mais plus des aliments qui ont différents, je dirais, objectifs. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être pas des aliments qui sont super nutritifs en termes de valeur. Qualité de valeur nutritive. Exactement, mais ça répond à un besoin qui est peut-être, justement, quand je vais au cinéma, j'ai peut-être envie de manger du popcorn parce que c'est ça le contexte. Je ne vais pas nécessairement amener des crudités pour manger mes petites crudités en écoutant mon film. Donc, il y a vraiment d'autres besoins auxquels ça va répondre. Donc, ça, c'est les deux premiers. Ensuite, il y a le fait d'accepter son corps, donc de reconnaître que notre corps, c'est pas nécessairement de l'aimer à 100% puis de se dire qu'à chaque fois qu'on se regarde dans le miroir, on est en amour avec ce qu'on voit, mais au moins de reconnaître qu'on mérite de prendre soin de soi, on mérite que notre corps il soit reconnu comme étant... C'est le seul véhicule qu'on ne pourra jamais changer. Là, comme on est dans ce corps-là jusqu'à la fin de nos jours, donc aussi bien en prendre soin. Puis par en prendre soin, j'entends pas juste de la façon traditionnelle qui serait de bien manger, entre guillemets, puis de bouger, mais aussi de répondre à ses besoins plus émotionnels, sensoriels. Donc de l'accepter, puis en même temps d'être reconnaissant que c'est un corps qui peut nous permettre de faire plusieurs choses, de bouger, de s'occuper de nos enfants, de profiter de la vie quand peu importe les activités. Oui, définitivement. Des fois, on ne réalise pas la chance qu'on a, mais moi, mon père, par exemple, est en fauteuil roulant depuis que 18 ans, bref, avant que je naisse, je n'étais pas là. Mm-hmm. Mais tu sais, on le réalise pas, mais marcher, c'est un privilège. Là. Moi, pour que mon père puisse venir me voir chez moi, il faut que je fasse installer une rampe d'accès pour qu'il puisse rentrer chez moi. On le réalise pas, mais veut pas, c'est quand même une chance qu'on a de ne pas avoir à se casser la tête par rapport à ça. Puis mon père, outre ça, il est en santé. Il y a des gens, par exemple, si je prends mon conjoint comme exemple, lui, son frère est décédé de cancer à 22 ans. Tu sais, je ne l'ai même pas rencontré avant de rencontrer mon conjoint. Tu sais, on le réalise pas, mais notre corps, qu'il soit en santé ou qu'il le soit pas, on doit quand même en prendre soin et avoir cette reconnaissance-là qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend. On est tous à risque de mourir demain matin ou même moi quand je vais sortir tout à l'heure. Donc, d'apprécier le fait qu'en ce moment, on a la chance de vivre. Puis là, c'est facile pour moi de dire ça d'un point de vue privilégié de femme blanche qui est dans un format corporel quand même dans la norme, si on veut. Je sais que ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde, puis que des fois, juste de vivre, c'est associé à plein d'expériences passées qui sont plus négatives, des personnes qui sont peut-être plus dans les populations marginalisées. Mais si on se concentre sur ce qui est de positif, ce que notre corps nous permet de faire, bien, on peut essayer de faire ressortir un peu de positif de ça, peu importe son apparence corporelle. C'est un peu ça que ce principe-là nous amène à penser. C'est une grosse parenthèse. Mais tu vois, je veux faire du pouce là-dessus parce que dans les dernières années, tu sais, le fait de pratiquer un métier qui me permet de voir des gens qui sont dans un état en moyenne, toujours en moins bonne santé que moi, presque en général, ou plus vulnérable que moi, ou avec plus de, appelons ça entre guillemets, handicap physique, même si d'avoir mal aux genoux puis d'être quand même capable de courir, c'est pas nécessairement le plus grand handicap physique, mais on pourrait le mettre dans la catégorie. Ça m'a amené à prendre beaucoup plus conscience de la chance et du privilège que j'ai d'être en santé puis d'être capable de faire plein de choses. Puis, c'est pas plus tard qu'en fin de semaine, je m'entraîne, on en parlait tantôt, je m'entraîne pour une course en trail. Puis, avec un ami, on est allé courir en montagne. T'sais, on a couru 3h30 en montagne. Puis, il faisait tellement beau en fin de semaine. Puis, à la fin, on revenait dans la voiture. Puis, j'ai regardé, j'ai dit, hey, on est tellement chanceux et privilégiés. Il y en a qui ne seraient pas d'accord avec le terme chance parce que,
on peut faire des comportements qui sont un vecteur du résultat, mais en même temps, il y a quand même une grande partie de chance puis de privilège, puis j'ai la génétique que j'ai, puis j'ai la santé que j'ai, en partie par des choix, mais aussi par chance, là, vraiment. J'ai dit quelle chance qu'on a de courir 3h30 en montagne, dans le bois, puis d'être capable de faire ça, puis après ça, retourner chez nous, puis profiter du reste de la journée, puis vraiment, fait que tu sais, je pense que d'être de plus en plus conscient des choses qu'on peut prendre pour acquis à la base, de notre corps, de ce qu'il est capable de nous faire en termes de mouvement puis d'activité. Même si c'est un spectre plus petit, pour quelqu'un que c'est simplement de reconnaître le fait qu'il est capable de marcher, bien, je pense que c'est un point qui est important. Donc, je trouve ça intéressant que ce soit un point qui est intégré dans l'approche, qui est donc un regard un peu plus, disons, complet que juste l'aspect nutritionnel de la chose, puis qui considère l'aspect du mouvement puis de l'activité physique. Oui, définitivement. Puis j'ai le goût de rebondir sur l'aspect chance de tout ça. En réalité, c'est vrai que si on adopte des comportements, il y a certains résultats qu'on peut arriver à la même chose, mais n'en demeure pas moins que juste d'être né au Québec, ouais, ben c'est ça. On a une chance énorme, puis ça, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Puis le fait est aussi que ben, des fois, le fait d'avoir une certaine génétique, le fait d'habiter à Montréal puis d'avoir accès au Mont-Royal, par exemple, versus quelqu'un qui habite plus loin, qui n'a pas les aménagements, l'environnement optimal pour pouvoir s'entraîner en nature, faire des entraînements pour courir en trail, ben, ce n'est pas nécessairement accessible pour tout le monde. Le fait d'avoir un certain poids, ce n'est pas un indicateur de la performance nécessairement, mais n'en demeure pas moins que dans le monde du sport. Puis, moi, j'ai un background, justement, pourquoi j'ai été vers la kinésiologie pour mes études supérieures, c'est qu'au début, moi, j'avais en tête de faire que de la nutrition sportive. C'est ça, tu viens de la nutrition sportive. Exactement. À la base. Puis, tu sais, veux pas, c'est dans un monde dans lequel il y a quand même beaucoup de standards de beauté, mais pas juste pour l'aspect beauté, mais aussi pour l'aspect, ben cette personne-là doit sûrement performer mieux si elle a un physique X. Ouais. Alors que la réalité, c'est que oui, tu es peut-être plus léger ou légère si tu as un format corporel X, mais ça ne veut pas dire que tu es plus performant. Parce que si tu es en restriction calorique constamment pour maintenir ce gabarit-là, ben ça se peut que tu n'es pas optimal, que ta récupération n'est pas optimale, puis qu'il y a plein d'autres facteurs sur lesquels on pourrait travailler pour optimiser ta performance. Donc, il y a quand même, il ne faut pas se le cacher, un volet où, avec un certain poids, ça se peut qu'il y ait certains sports où on performe moins bien. Même si c'est le sport qu'on aime le plus au monde, si on a un certain gabarit, bien, ça se peut que, par exemple, la gymnastique, ce soit plus difficile de performer parce que c'est quand même un sport où il y a une note sur une performance artistique. Esthétique, exactement, générale, où les juges vont avoir un certain biais. Donc, ça peut avoir un impact sur est-ce que, par exemple, si j'avais une jeune fille que j'ai décidé d'inscrire en gymnastique, bien, ça se peut que d'emblée, elle soit désavantagée par rapport à une autre jeune fille qui aurait les mêmes performances, disons, qui serait capable de faire les mêmes choses qu'elle, mais en raison du format corporel, ça se pourrait qu'elle se démarque différemment. Donc, c'est vraiment de prendre conscience qu'on n'a pas tous les mêmes égalités, puis que oui, on peut essayer d'atteindre les mêmes objectifs, buts, mais ça se peut qu'il y en ait un ou une qui a besoin de travailler plus fort. Ouais. Puis il y avait une image, un meme que j'ai vu passer dernièrement que je trouvais qui parlait énormément, qui était une piste de course, disons, avec un homme blanc en veston, cravate, cheveux blancs, dans une des lignes. Puis là, j'essaie de le décrire parce que c'est un podcast, j'essaie que ce soit clair l'image. Dans une des lignes de course. Exactement. Puis dans l'autre ligne, c'était une femme afro-américaine en surplus de poids qui avait plein sur son parcours d'obstacles. Il y avait genre un étang d'eau avec un crocodile, elle avait un boulet accroché à sa jambe, elle avait comme plein d'obstacles. Puis l'homme blanc lui disait, ben c'est la même distance pourtant qu'on a à accomplir, donc c'est juste. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes embûches qui vont être sur notre parcours. Donc oui, il y a certains comportements qu'on peut adopter qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs, mais soyons réalistes, on part tous inégales. C'est ça. Puis il faut apprendre à viser un petit peu plus la reconnaissance justement de ben j'ai un corps, qu'est-ce que mon corps me permet d'accomplir moi maintenant, puis comment que ça me fait me sentir, puis comment je peux avoir plus de reconnaissance pour ce corps-là, même si c'est vrai que c'est injuste, même si c'est vrai que j'aimerais ça moi aussi faire un podium au marathon de Boston, génétiquement parlant, puis mon mode de vie fait en sorte que j'en ferai jamais de podium. Puis je dis jamais, on devrait jamais dire jamais, mais disons les que... chances sont moindres. Les chances sont moindres, personnes. exactement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que aussi, peu importe où les gens débutent, que ce soit en termes de santé, de niveau d'activité physique, de poids corporel, de composition corporelle, les principes qu'on discute aujourd'hui, les gens peuvent partir où ils sont et ajouter
certains éléments, certains comportements qu'ils peuvent modifier, travailler certains éléments. Fait qu'il y en a qui vont être très, très près de l'optimisation, là, sont à 90% d'optimisation disons, de leurs habitudes alimentaires, de leurs habitudes de mouvement. Puis il y en a qui sont à 10-15%, mais chacun a quand même le potentiel d'intégrer des éléments puis d'améliorer sa condition s'ils ont des objectifs en lien avec ça ou c'est ça, de se sentir mieux au final, là. Oui, puis définitivement, l'approche intuitive, c'est une approche qu'il faut personnaliser. On parle des 10 principes, mais c'est pas 10 règles. Ça se peut très bien que pour moi, le principe, je sais pas moi, d'observer mes émotions avec bienveillance, j'ai peut-être pas besoin de mettre beaucoup d'énergie dessus parce que c'est pas quelque chose qui est problématique pour moi, donc je vais me concentrer plus sur autre chose. Ou à l'inverse, peut-être qu'en ce moment, je vis quelque chose de très, très difficile dans ma vie, puis en ce moment, c'est pas réaliste pour moi de l'adresser, donc je vais me concentrer aussi sur autre chose. C'est très variable. Puis le dernier principe qui est toujours en lien avec le fait de réduire nos obstacles, c'est celui que les gens réalisent pas tout le temps, qui existe dans l'approche de l'alimentation intuitive, c'est d'honorer sa santé avec bienveillance, avec une alimentation bienveillante, là, quelque chose comme ça, qui est en fait de reconnaître que y a des aliments qui vont m'aider à mieux identifier ma faim et mon rassasiement. Parce que c'est vrai que si je mangeais que des aliments ultra transformés, ça se peut que j'ai pas beaucoup de fibres et de protéines, puis que ce sont des nutriments qui m'aident à avoir un niveau d'énergie qui est peut-être un peu plus stable. Donc, au niveau de ma faim et de mon rassasiement, ça peut m'aider à mieux reconnaître mes signaux corporels. Puis à l'inverse, si je mange beaucoup d'aliments qui sont plus sucrés, salés, gras, bien, ça peut faire en sorte que je mange un peu au-delà de mes besoins énergétiques parce que c'est plus dense en énergie puis que le sentiment de rassasiement est un petit peu plus retardé. Et en même temps, c'est souvent des aliments qu'on lie aux émotions, ou au plaisir ou à l'interdit, là. Fait que c'est des fois dans ces aliments-là que les gens peuvent avoir une impression de perte de contrôle, là. Exactement. Fait que c'est de trouver ce fameux équilibre-là. Je reviens avec la définition initiale qui est l'équilibre entre l'intuition, les signaux corporels, les pensées puis les émotions. Parce que c'est pas juste un ou l'autre qui est important, c'est vraiment l'ensemble. Puis le fait d'avoir certaines connaissances, donc le volet un petit peu plus rationnel de l'approche, c'est ce principe-là qui est, disons que moi, j'ai prévu d'aller courir avec mon ami après avoir fini d'enregistrer ce podcast. Donc, on s'est donné rendez-vous, moi et mon ami, sur l'heure du dîner, on va aller courir ensemble. Même si j'avais vraiment, vraiment envie de manger X aliments, si je le sais que cet aliment-là, il prend un peu plus de temps à digérer, je sais que j'aurai pas de plaisir quand je vais courir tantôt. Puis c'est peut-être là la distinction entre l'alimentation pleine conscience. Hein. J'ai commencé quelque chose que j'ai jamais fini. Finalement, je me rends compte. Oh, c'est correct, on boucle la boucle. On boucle la boucle. L'approche de la pleine conscience, c'est plus dans le moment présent, alors que l'approche intuitive, ça va intégrer aussi le fait de se projeter dans le temps, d'avoir un volet un petit peu plus rationnel, d'être capable de revenir sur des expériences passées. Tu sais, je parlais d'un journal alimentaire plus tôt, de savoir que, je l'ai peut-être déjà essayé de manger une poutine avant d'aller courir, puis je me rappelle comment j'ai filé quand j'ai fait ce choix alimentaire-là. Donc, c'est pas la poutine nécessairement qui est un mauvais, entre guillemets, aliment, mais c'est plus un aliment qui répond à des besoins plus sensoriels, mais qui est peut-être pas le choix optimal avant d'aller courir si je veux avoir du plaisir à ma course. Puis j'aurais le droit de décider de manger de la poutine puis de dire à mon ami, regarde, aujourd'hui, on va marcher ou on remet notre entraînement plus tard. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est plus d'avoir cette conscience-là, de réaliser que si je fais certains choix alimentaires, ça se peut que ça impacte comment je vais me sentir dans mes autres principes là, qui étaient plus liés avec mes sensations corporelles. Donc, c'est pour ça que c'est une approche qui est très globale, qui est plus, disons, il y a un aspect complète. Introspectif. Définitivement. Et de rétroaction en fonction des expériences qu'on a pour ajuster pour le futur. Un peu ce que tu disais, tu essaies quelque chose, tu réalises qu'il y a, dans ce contexte-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est comme si tu mets à jour un petit peu ton plan de match pour la prochaine fois, par exemple. Définitivement. Fait que c'est vraiment cet aspect-là de... On entraîne les gens à devenir habiles, à observer qu'est-ce qui fonctionne bien à quel moment, puis aussi observer c'est quoi leur pensée en lien avec certains aliments, c'est quoi leur pensée pendant qu'ils mangent, dans quel contexte qui peuvent des fois sentir que la digestion est plus difficile et donc ajuster les contextes. Fait qu'il y a vraiment ce travail-là, d'où ce que tu disais, l'importance de... C'est un peu comme il faut s'investir un petit peu dans un plan de match. Puis après ça, les gens peuvent s'investir au niveau qui est possible selon leurs conditions de vie actuelles. Ou comme tu parlais tantôt l'exemple de la maman qui a un nouvel enfant puis que la vie est un petit peu bordélique. Ça se peut que les 10 principes ne soient pas possibles d'être respectés, mais qu'il y a peut-être certains éléments qu'elle peut quand même adopter pour améliorer puis atteindre certains objectifs. Exactement, parce que comme dans tout changement de comportement, dans toute approche, c'est impossible de tout faire en même temps. Ouais. Donc, on essaye quand même de cibler qu'est-ce qui pourrait avoir le plus d'effets potentiels bénéfiques, puis qu'est-ce qui est le plus réaliste à intégrer dans le mode de vie de la personne. Il y a quelque chose que tu as dit tantôt, puis ça a vraiment pu piquer mon intérêt, puis je trouvais la façon que tu le disais était très, très, très bien expliquée.
il y a une des, appelons ça entre guillemets, critiques ou une des choses, je pense, qui est mal compris dans l'alimentation intuitive, c'est que les gens ils vont dire ah ben c'est ça, on peut manger tout ce qu'on veut, n'importe quand, le McDo, pas de problème, la malbouffe, tous les aliments sont sur un même pied d'égalité. Puis la façon que tu l'expliquais, c'est que d'emblée en introduction, on sait qu'à la base, on est capable de savoir quels aliments ont des meilleures valeurs nutritionnelles. Puis tu sais, c'est pas compliqué. Là. On regarde le guide alimentaire canadien, on sait que plus on mange d'aliments qui sont peu ou pas transformés, si on mange des fruits et légumes, si on mange des protéines, des fibres, puis qu'on limite le nombre de calories, mettons, d'aliments ultra transformés. Là. Si c'est pas ça la majorité de nos calories, ben on sait que ça a de l'allure en général. Mm-hmm. Puis après ça, des principes de manger à sa faim, manger en famille, socialiser, etc. Fait que ça, on le sait, grosso modo. Ouais. Mais ce que tu disais, c'est que c'est pas nécessairement de dire que tous les aliments sont sur le même pied d'égalité en termes de valeur nutritive, mais c'est de dire que tous les aliments ont leur raison d'être dans certains contextes puis qui ne répondent pas au même objectif. Puis ça, c'est la première fois que je l'entendais vulgariser comme ça. C'est-à-dire que quand tu vas prendre ta poutine, par exemple, mais c'est pas nécessairement en ce moment le besoin de meilleure qualité nutritionnelle que tu remplis, mais ça peut remplir un besoin de tu y vas avec des amis, ça fait longtemps que tu as vu, donc tu vas socialiser, tu passes un bon moment, puis en même temps, mais il y a l'aspect plaisir, puis l'aspect sensoriel que tu disais qui est important de combler aussi. Donc, ma façon que en fait, ce que je retiens de ton explication, c'est que oui, il faut combler nos besoins nutritionnels, mais il faut aussi combler nos besoins émotionnel, sensoriel en lien avec la nourriture, le besoin social en lien avec la nourriture, parce que veux pas, c'est des choses qui vont beaucoup ensemble. Donc, on essaie de ne pas séparer ces éléments-là puis de dire, ben les émotions ne devraient pas aller avec la nourriture puis le social ne devrait pas aller avec la nourriture. Il y a comme un bel équilibre dans tout ça. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de la façon que tu le disais. C'est-tu toi un mythe que tu entends souvent, ben, ou une critique, là, l'aspect de comme, ah ben c'est ça, en alimentation intuitive, on peut manger n'importe quoi puis il n'y a plus d'aliments qu'on connaît bons pour la santé ou moins bons, là? Oui, bien, c'est parce que des fois, les gens essayent de mettre en pratique l'alimentation intuitive sans nécessairement avoir toutes les nuances, justement, qui sont autour des différents principes. Comme celle-ci. Comme celle-ci, effectivement. Puis quand on retient, puis c'est ça, sur les réseaux sociaux, c'est dur d'avoir autant de nuances que ça. Donc, des fois, ce qui frappe l'imaginaire, ce que les gens retiennent, c'est que quand j'adopte l'alimentation intuitive, je peux manger ce que je veux, il n'y a plus d'interdit, donc je peux manger n'importe quoi. Puis des fois, les gens ont déjà expérimenté à la fin d'une diète, à la fin d'un régime, que ce soit parce que tu as atteint tes objectifs, puis tu voulais perdre X nombre de livres pour ton voyage à Cuba, puis là, tu reviens de Cuba, là, tu n'as comme plus d'objectifs, donc là, tu manges un peu n'importe quoi, n'importe quand. Donc, des fois, les gens ont cette référence-là de la fois qu'ils ont arrêté un régime, ils ont perdu le contrôle, ils ont repris le poids qu'ils avaient perdu, donc nécessairement, si j'ai pas de restriction, si j'ai pas de contrôle, nécessairement, ça va me ramener dans manger à outrance, ça va me faire prendre du poids que j'ai perdu ou pas. Tu sais, des fois, les gens ont l'impression, sans nécessairement avoir une diète pour perdre du poids, ils ont quand même une alimentation qui est plus rigide par peur de prendre du poids. Ouais. Donc, le fait d'avoir cette pensée-là que si je me permets certains... en fait, si je libéralise mon alimentation, que je mange ce que je veux, bien que nécessairement, je vais aller dans l'excès. La réalité, c'est que si, effectivement, j'ai été en restriction pendant longtemps, que j'ai beaucoup fait de fluctuations de régime, de fluctuations de poids, bien, ça se peut qu'au début, quand je sors de ma restriction et que je libéralise mon alimentation, bien, ça se peut que mon corps m'amène à manger plus d'aliments que je ne me permettais pas au préalable. Donc, il y a cette certaine véracité-là. Donc, c'est vrai que ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle souvent la lune de miel. Tu sais, c'est le fait de retrouver une liberté dans son alimentation. C'est vrai que ça peut arriver selon la personne, selon à quel point elle avait de la restriction, selon s'il y a une relation troublée avec la nourriture, selon une multitude de facteurs. Ça se peut qu'on cadre un petit peu plus cette libéralisation de l'alimentation en visant des aliments que la personne se sent un peu plus à l'aise de réintégrer dans son garde-manger. Parce que c'est pas vrai que du jour au lendemain, si j'ai full restriction, que si je rentre toutes sortes d'aliments que je m'interdis depuis X nombre d'années ou que je mange juste dans mes crises d'hyperphagie, bien que si je mets ça à volonté dans mon garde-manger du jour au lendemain, mais ça se peut que ça crée de la détresse puis que ça crée des comportements qui sont quand même problématiques. Donc, dans certains contextes, on va y aller plus graduellement. Donc, d'où l'importance de personnaliser puis d'individualiser versus si j'ai pas nécessairement autant de restrictions depuis toujours, puis c'est de là que je parlais de prévention un petit peu plus tôt. Si j'en ai déjà des aliments un petit peu moins nutritifs, disons-le comme ça, dans mon garde-manger, mais que je me sens coupable quand j'en mange, bien,
déjà d'enlever cette culpabilité-là, de travailler plus sur le discours interne sans nécessairement demander à la personne d'acheter toutes sortes d'aliments qui sont interdits. Si la personne n'avait pas d'interdit, mais que c'est plus la culpabilité qu'on veut travailler, bien, on n'aura pas la même approche. Mais dans tous les cas, si je reviens vers la littérature scientifique, quand on parle de l'approche intuitive d'un point de vue observationnel, donc quand on compare des gens qui mangent plus intuitivement versus des gens qui mangent moins intuitivement, l'association avec le poids, c'est que elle est inverse. Donc, les gens qui mangent plus intuitivement, ils ont un poids qui est plus bas. Donc, c'est pas vrai que manger intuitivement fait en sorte que les gens ont un poids qui est plus élevé. Je le rappelle, le poids n'égale pas la santé, puis le but de l'approche intuitive, c'est pas de contrôler le poids, mais vu que c'est une préoccupation que les gens ont... C'est un des mythes, que si je fais une approche alimentation intuitive, je vais prendre du poids. Alors que les données scientifiques semblent démontrer le contraire. Exactement. Même si le but n'est pas de prendre du poids ou de perdre du poids en tant que tel. Là. Exactement. Mais considérant que le poids, c'est un sujet d'intérêt autant dans la littérature scientifique que dans la population générale. Il y a beaucoup de données là-dessus. Il y a des données là-dessus, exactement. Puis, il y avait une autre revue de littérature sur les interventions en alimentation intuitive. Donc, les gens qui apprennent à manger plus intuitivement, est-ce que ça avait un impact ou pas sur leur poids? Encore une fois, ce n'était pas le but de l'approche, mais les gens pourraient penser que d'apprendre à manger plus intuitivement, ça ferait prendre du poids aux gens, et la réalité, c'est que non, il n'y avait pas de changement. Donc, ça n'a pas fait perdre du poids, mais ce n'était pas ça l'objectif, mais ça n'a pas fait augmenter non plus. Par contre, il y avait plein d'effets bénéfiques d'intégrer de l'approche intuitive dans notre quotidien, et c'est là qu'on réalise que ça peut avoir un impact sur notre santé parce qu'il y avait une amélioration des comportements au niveau de l'alimentation, il y avait moins d'alternance de binge et de restrictions énergétiques, il y avait moins de troubles alimentaires, il y avait une meilleure image corporelle, moins de symptômes de dépression, moins de symptômes d'anxiété, donc plein de beaux effets. Beaucoup de bienfaits démontrés. Oui, exactement. Au-delà de la perte du poids. Exactement. Puis tu sais, au final, là, l'objectif visé ultime pour une intervention devrait toujours être comme la santé générale. Tu sais, là, la santé, c'est large, santé physique, santé psychologique, santé sociale, bref, etc. Donc, si le poids ne change pas, mais qu'au final, la personne est en meilleure santé, c'est possiblement que si tu parles que ces interventions-là améliorent en général les choix, les comportements alimentaires, possiblement que c'est des gens qui, au final, ont une alimentation qu'on pourrait considérer comme étant plus saine. Et donc, que sur le long terme, probablement qu'on mesurerait des bénéfices pour la santé, ne serait-ce qu'avec comme des marqueurs métaboliques, là, le taux de glycémie, l'hypertension artérielle, bref. Un bilan de santé pourrait dire que cette personne-là est réellement en meilleure santé sans qu'elle ait nécessairement perdu du poids au final. Donc, les gens peuvent vraiment améliorer beaucoup de choses en lien avec leur santé. Tu parlais des effets de l'état dépressif, l'espèce de fluctuation au niveau des comportements alimentaires. Fait que ça peut amener un état beaucoup plus stable, puis beaucoup moins de détresse. Puis ça a une énorme valeur là, au-delà de la perte de poids. Parce qu'il y a des gens qui vont perdre du poids, puis la détresse va demeurer. Oui. L'insatisfaction de l'image corporelle va demeurer. Tu sais, de ma compréhension, évidemment, c'est pas moi l'expert là-dessus, mais une réduction dans le poids, c'est pas automatique que ça amène une amélioration de la satisfaction corporelle, puis une amélioration de la de la perception de soi. Donc, tous ces autres éléments positifs-là, il faut vraiment que ça ait un grand pas dans la balance au final. Oui, définitivement. Pour considérer les bénéfices potentiels. Parce qu'effectivement, le poids n'égale pas la santé, mais le poids n'égale pas non plus le bonheur. Ouais. Alors que des fois, on a l'impression que oui, on se dit, mais que j'aille perdu X nombre de livres, je vais pouvoir aller m'acheter des nouveaux vêtements, je vais être mieux dans ma peau, ma conjointe va plus m'aimer. On a cette perception-là parce que dans notre culture, dans notre société, on a tendance à beaucoup valoriser une certaine composition corporelle, mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. On a plein de perceptions qui sont erronées par rapport au poids, et la première chose, c'est de réaliser que c'est pas un indicateur ni de santé ni de bonheur. C'est pas assez, pour juger de la santé ou du bonheur de quelqu'un. Non, exactement. On discutait des barrières ou des obstacles. Tu as fait un lien avec le mode de vie actuel. L'aspect d'être pressé, d'avoir peu de temps pour manger, de manger en faisant plusieurs choses, d'être pressé pour cuisiner, etc. C'est quoi le lien entre le mode de vie actuel puis les difficultés, par exemple, à intégrer des principes de l'alimentation intuitive? Puis y a-tu 2-3 éléments sur lesquels les gens pourraient travailler pour réduire cet obstacle-là de notre mode de vie, des trucs concrets que les gens peuvent avoir en tête, sans que ce soit des recommandations en tant que telles, des choses qui reviennent souvent, puis qui sont peut-être des éléments où les gens pourraient se penser « Ah, peut-être que ça, c'est un élément que je peux travailler. » Oui, bien, effectivement, on est dans une société qui va vite, et on a tendance à être assez stressé. Je vais parler de façon générale. De façon générale. Les données nous le disent, en tout cas. Les données nous le disent.
Et le stress, ça a comme plusieurs effets au niveau de notre perception de nos signaux de faim et de rassasiement, autant au niveau physiologique qu'au niveau comportemental. Tu sais, on en parlait un petit peu plus tôt des fois de manger nos émotions, mais de grignoter quand on est stressé par automatisme. C'est quelque chose qui est quand même assez répandu. On peut avoir un effet, soit ça peut avoir un effet qu'on va dire anorexigène, donc ça peut couper la faim. Par exemple, ce que je voyais beaucoup en pratique, là, je le fais moins, mais mes collègues pourraient corroborer. En témoigner, ouais. Dans le jour, les gens qui ont des emplois, des professions qui sont peut-être qui ont une charge mentale plus élevée, ça ne va pas nécessairement être des emplois où on bouge beaucoup, mais la charge mentale, elle est quand même très élevée, donc il y a quand même un certain stress. Ça peut faire en sorte que dans le jour, je n'ai pas faim parce que je suis focus sur ce que j'ai à accomplir, je suis stressée, ça coupe mon appétit. Puis que quand j'arrive chez moi, ben là, le stress retombe, puis là, ben, la dette que je me suis, disons, accumulée dans la journée de ne pas avoir mangé suffisamment, ben là, la faim revient d'un seul coup, puis là, on va avoir tendance à surcompenser pour la dette qu'on a eue dans la journée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement du lundi au vendredi. Puis là, ben après ça, il y a la fin de semaine aussi où on va peut-être un peu plus surcompenser également parce qu'il y a peut-être moins de stress rendu à la fin de semaine. Donc, la société de performance qui met une pression de performance, justement, qui amène une certaine anxiété de performance, un certain stress dans la population, ça peut contribuer à une moins bonne écoute de nos signaux et une surcompensation qui va être souvent associée à des aliments qui sont plus riches en gras, en sucre et en sel, parce que si j'arrive chez nous puis je suis affamée, il y a peu de chances que je me mette à me couper des petites crudités puis que je fasse manger mes portions de légumes. Maison, ouais. Exactement. Ça se peut que j'aille plus vers des aliments qui sont rapides à manger puis qui sont denses en énergie. Pourquoi? Parce que c'est ça que mon corps a besoin. Donc, c'est juste naturel que j'aille vers ça parce que mon corps a besoin de beaucoup d'énergie en peu de temps vu qu'il en a manqué. Après ça, bien, il y a tout ce qui est connexion aux écrans. Donc, sur mon téléphone cellulaire, mon ordinateur, ma télévision. On l'est tous un peu, soyons honnêtes, mais ça peut contribuer à nous déconnecter de nos signaux corporels parce qu'on est plus dans la surstimulation de, justement, les écrans versus d'être dans le moment présent. Donc, déjà, si on peut éviter de déjeuner en scrollant sur notre cell, je ne sais pas c'est quoi le bon terme en français de scroller, en défilant. Défilant le fil d'actualité, voilà. Donc, déjà, ça peut aider. Le fait d'essayer d'éviter de travailler en mangeant. Puis là, je suis coupable aussi. Parce le que monde du télétravail a complètement scrappé ça. Oui, définitivement. Mais je pense qu'il y a déjà du monde qui mangeait en travaillant, mais en télétravail, je crois vraiment. Là, c'est très anecdotique, mais les gens me rapportent manger beaucoup en travaillant. Bien, effectivement, parce qu'on a l'impression que de manger, c'est une perte de temps, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, de redonner à l'acte de manger la place qu'il mérite dans notre 24 heures. C'est pas obligé d'être des repas toujours très élaborés, de cuisiner. On n'est pas obligé de faire notre pain maison, là, soyons réalistes. Là. Comme on a le droit de cuisiner des aliments avec des raccourcis qui vont nous aider, mais déjà de prendre le temps d'essayer de cuisiner un peu plus, de prendre le temps de manger puis de savourer pour répondre à notre besoin plus sensoriel. Déjà, tout ça, ça peut contribuer à être un petit peu plus à l'écoute de notre corps, mais plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord là-dessus. Nos autres habitudes de vie, on a tendance à beaucoup compartimenter, genre l'alimentation, c'est ça, l'activité physique, c'est ça, mais la régulation du stress, la régulation de nos émotions, la qualité de notre sommeil, tout ça, ça a aussi un impact sur ma capacité à bien identifier mes signaux corporels parce que ça se peut que je confonde la faim et la soif, la fatigue et la faim. Ça se peut que je confonde différents besoins que mon corps a. Donc, d'essayer d'optimiser, si je peux le dire comme ça, les différentes habitudes de vie va m'aider à être un petit peu plus sensible à c'est quoi le besoin exactement auquel j'ai besoin de répondre versus si mes habitudes de vie sont toutes un petit peu chaotiques, bien, mon corps m'envoie plein de signaux qui sont confondus les uns avec les autres, puis ça se peut que j'essaye d'y répondre, mais finalement, c'était de me coucher plus tôt que j'avais besoin, puis de moins regarder mon écran avant de me coucher pour optimiser un petit peu plus ma récupération dans le cadre de mon sommeil. Mm-hmm. C'est fou parce qu'il y a tellement de liens avec ma pratique. À chaque fois que je reçois des professionnels de la santé dans un autre domaine, je réalise à quel point les sujets qu'ils ont comme expertise et les enjeux qu'ils ont qui affectent ces éléments-là. Par exemple, en ce moment, on parle de comportement alimentaire. Il y a tellement de liens avec la gestion des blessures et des douleurs. Puis l'exemple que je te donne, c'est tantôt, tu parlais des perceptions qu'on a, les fausses croyances, les croyances limitantes. Un des meilleurs prédicteurs de récupérer d'une douleur chronique, c'est le changement de notre perception de notre douleur. Fait que, par exemple, quelqu'un qui autrefois disait « ma douleur est associée à un dommage physique structurel dans mon dos, donc mon dos est fragile, donc je ne dois pas me pencher et ramasser des charges. Quand j'ai mal, c'est parce que quelque chose est en train de déchirer. » Ça pourrait être une
perception antérieure. Puis quand la personne réussit à changer ça, puis de voir sa douleur d'une façon, mon dos est irrité, mon dos ne tolère plus les charges que je lui demande, mais c'est une structure solide et je ne devrais pas avoir peur de ramasser les charges. Tu sais, le changement de la perception de la condition, c'est un des meilleurs prédicteurs d'évolution. De la même façon que le changement de nos propres croyances limitantes envers certains aliments, envers certaines façons de manger, ça semble être un vecteur pour améliorer les comportements alimentaires. Puis l'autre élément que tu mentionnes, c'est évidemment le lien. Les gens le savent. Quelqu'un qui a une douleur, qu'elle soit chronique ou non, quelqu'un qui est stressé, ça va ralentir la récupération. Quelqu'un qui dort moins bien, ça ralentit la récupération. Fait qu'on voit encore une fois que les habitudes de vie clés, que ce soit la gestion du stress au quotidien, que ce soit la gestion d'une qualité de sommeil, oui, ça l'affecte mon domaine, les blessures, les douleurs, la récupération, mais ça l'affecte la capacité de quelqu'un à avoir des comportements alimentaires, disons, plus sains ou plus optimaux. Moi, je trouve ça fascinant, ce lien-là qui est là. Puis donc, ce que je comprends, c'est que quelqu'un qui chercherait à améliorer ses comportements alimentaires ou quelqu'un qui reconnaîtrait en écoutant l'épisode que peut-être que moi, il y a de quoi dans mon alimentation ou ma façon de voir les aliments qui est peut-être pas optimale. Bien, déjà, une bonne première question, c'est ça ressemble à quoi mon niveau de stress au quotidien dans une journée? Ça ressemble à quoi ma qualité de sommeil? Puis déjà, là-dedans, il y a des choses qui peuvent s'améliorer parce que c'est peut-être ces éléments-là qui sont des barrières à intégrer certains principes intuitifs à l'alimentation. Oui, définitivement. Puis je peux même ajouter l'aspect relationnel. Tu sais, des fois, ouais, 100%. Si j'ai pas une santé, disons, sociale, c'est que j'ai pas des relations satisfaisantes, bien, ça se peut que l'alimentation vienne être cette relation-là. Donc, si j'ai pas de relations saines, c'est que mes relations sont un peu malsaines, sont un peu toxiques, ou qu'à la limite, je suis quelqu'un qui m'isole, bien, ça se peut que les aliments, c'est ça mon petit bonheur qui vient me faire du bien. Puis, en soi, on est qui pour dire aux personnes d'arrêter de manger leurs émotions si c'est ça qui leur fait du bien? Ouais. Il y a vraiment ce volet-là aussi où le volet social, on ne réalise pas, mais ça a aussi un grand impact, autant quand que je mange avec d'autres gens, que aussi si mes relations ne sont pas satisfaisantes, si je ne m'épanouis pas dans mon travail, si au niveau plus justement de sentiments d'accomplissement, au niveau des relations qui sont satisfaisantes, bien, ça se peut que l'aliment, c'est quand même quelque chose qui nous fait plaisir ou qui nous fait du bien, qui vient faire sécréter une certaine dose de dopamine quand on mange des aliments qu'on aime, bien, ça vient répondre à ce besoin-là. Donc, on peut se questionner même sur ça. Des fois, là, on réalise que quand les gens apprennent à mieux accepter leur corps, à mieux avoir envie d'en prendre soin, c'est pas juste le corps physique, c'est aussi justement dans mes relations, dans mon travail, etc., bien, des fois, ça peut avoir un impact très, très grand sur la qualité de leur alimentation, sur leur capacité à se mettre de l'avant. Tu sais, j'ai beaucoup de gens dans des relations troublées avec la nourriture qui me consultaient auparavant, qui se mettaient tout le temps en dernier, tu sais, qui faisaient tout pour faire plaisir aux autres, mais qu'eux passaient tout le temps en dernier. Puis ça passait aussi par l'alimentation. Donc, à un moment donné, il faut aussi, oui, avoir envie de prendre soin de son corps, mais se mettre de l'avant aussi, c'est important parce que ça va avoir un impact sur la relation qu'on a avec notre corps, mais aussi avec l'alimentation, puis même par extension à l'activité physique parce que c'est ça, il y a plein de liens, là, c'est très, très, très entrecroisé. Donc, on ne peut pas segmenter puis se dire, ah ben là, à partir d'aujourd'hui, j'améliore mon alimentation, mais je ne travaille pas sur le reste. Ouais. C'est comme s'il y a plein de vecteurs qu'on voudrait un petit peu repousser vers le haut, tranquillement à la fois. Plein comment dire? Plein d'éléments sur lesquels on peut travailler en même temps. Définitivement. Plus facile à dire qu'à faire. Oui, tout à fait. Mais en même temps, on peut commencer à un endroit, puis de faire une étape à la fois. Puis ça peut, c'est pas encore, parce que là, c'est tentant de dériver vers la performance dans l'alimentation intuitive. Oui. C'est là, je vais devenir super obsessif sur les principes clés, puis là, à la limite, ben, on rentre dans des mêmes types de cognition en lien avec l'alimentation qui peuvent être nuisibles. Oui, parce que là, si on se met à se dire qu'il faut qu'on mange uniquement quand on a faim, mais pas trop des règles, faim, encore une fois. Puis qu'on arrête aussitôt qu'on est rassasié, mais pas trop, ça devient des règles, puis ça redevient restrictif, trop structuré. Donc, c'est vraiment une approche qui est flexible, puis à y aller du cas par cas. Il y a autant de façons de manger intuitivement qu'il y a d'individus parce qu'on a tous des réalités qui sont différentes. En lien avec ça, il y a 2 éléments que je veux approfondir avec toi. Quand on parle de signaux de satiété, on a parlé d'éléments clés, des petits trucs qui peuvent aider les gens à mieux reconnaître leurs signaux de faim à travers la journée, mieux savoir quand est-ce qu'ils ont faim, être capable de gérer ce signal-là.
comment on fait pour savoir qu'on est rassasié, qu'on est trop plein, qu'on a mangé trop? Tu sais, tu parlais un peu comme, il y a comme un spectre de gradation. Tu sais, moi, j'ai fait référence au réveillon de Noël où après ça, tu passes une demi-heure couché. Et en lien avec ça, parce que tu me diras si c'est pertinent d'en parler, est-ce qu'il y a une durée idéale, souhaitable, minimale qu'on voudrait attribuer à un repas, tu sais? Moi, je trouve qu'on mange tellement vite, là, puis je le reconnais moi-même, là. Des fois, je me mets un timer pour essayer de me forcer à durer un certain temps, tu sais. Surtout quand c'est un repas que j'adore beaucoup, là, tu sais. Moi, je suis un grand fan de pâtes, fait que, étant un grand sportif d'endurance, j'en mange souvent. Fait que bref, tout ça pour dire que j'aimerais savoir ton avis sur comment on fait pour reconnaître ces signaux-là de satiété? Comment savoir, y a-t-il des petits trucs? Est-ce qu'on devrait prendre des pauses pendant qu'on mange, par exemple? Puis y a-t-il une durée minimale là, qu'on voudrait donner à notre repas pour pas que ce soit, disons, trop rapide ou que ça nuise à notre digestion, puis même que ça nuise au principe d'alimentation intuitive? Bien, effectivement, tu sais, au même titre qu'on ne veut pas tomber dans la rigidité de manger seulement quand on a faim et d'arrêter aussitôt qu'on n'a plus faim, bien, certaines des recommandations pour certaines personnes, ça peut devenir trop rigide. Par exemple, si on parle du temps, bien, peut-être que pour toi, de te mettre un timer, c'est pas quelque chose qui est restrictif, que tu n'as pas d'anxiété liée à ça. Mais pour d'autres, ça peut devenir anxiogène de se dire « Oh mon Dieu, j'ai déjà mangé la moitié de mon assiette, puis ça fait 2 minutes, puis je m'étais dit qu'il fallait que ça dure une demi-heure. » Non, c'est ça. Fait que, faut faire attention avec ce genre de recommandations-là, mais effectivement, de prendre conscience dans une première étape, peut-être de noter combien de temps ça me prend à manger, puis d'observer peut-être est-ce que quand c'est certains types d'aliments, je vais plus vite versus d'autres. Les pâtes. Les pâtes, exactement. ça se mange vite, moins besoin de mastication des pâtes versus certains aliments qui sont plus durs. Il y a ça aussi. Donc, première chose, de s'observer, de voir est-ce que, tu sais, vraiment, je mange si vite que ça ou pas, puis dans quel contexte je mange plus vite. Est-ce que c'est quand que je suis avec des gens? Est-ce que c'est quand que je mange dans mon auto pour aller au travail parce que je suis en retard? T'sais, dans quel contexte je mange plus rapidement? Puis qu'est-ce que je peux faire pour peut-être m'aider à ralentir dans ces contextes-là? Ça serait une première chose. Après ça, c'est de réaliser bien, pourquoi qu'on veut ralentir la vitesse à laquelle on mange. Parce que, comme dans n'importe quoi, si on ne sait pas pourquoi... Oui, mais c'est ça. C'est quoi le bénéfice, en fait? Bien, en fait, la première chose, c'est qu'on a parlé de faim physiologique, mais il y a aussi la faim sensorielle. Plus un aliment reste longtemps dans ma bouche, donc plus je prends de temps pour le mastiquer, plus les différentes textures et saveurs vont se répartir dans ma cavité buccale et plus je vais percevoir ces différentes sensations au niveau des textures, au niveau du goût, au niveau des arômes, etc. Donc, je vais contribuer à avoir un meilleur rassasiement plus au niveau sensoriel si je prends plus de temps pour manger. Première chose, puis après ça, ben, ça laisse un petit peu plus de temps aussi au processus plus physiologique de mon corps de sécréter les hormones qui vont me dire « Karine, tu es en train de manger », puis là, ben, tranquillement, tu es en train de combler tes besoins nutritionnels effectivement. Donc, c'est vraiment le fait de prendre un peu plus de temps, ça permet à mon corps de m'envoyer les signaux que finalement, c'est correct, j'ai plus besoin de manger. Versus si je mange vite, bien, le temps que j'aille fini de manger, bien, ça se peut qu'effectivement, j'ai dépassé mon rassasiement. Mais c'est ça, on entend souvent, si tu manges trop vite, tu n'as pas le temps, tu laisses pas assez de temps à ton cerveau d'identifier les signaux de faim et donc de te dire que tu es plein. Fait que c'est pas faux, là, ce mythe-là. Exactement, il y a des éléments qui sont bien fondés là-dedans. Exactement, c'est pas faux. Là où il y a peut-être un petit peu de confusion, c'est vraiment la durée. C'est-tu vraiment 20 minutes, c'est-tu une demi-heure, c'est-tu 10 minutes? C'est pas clair à 100%. C'est pas clair, puis tu sais, ça dépend, c'est quoi que je mange. Si je mange des pâtes sans nécessairement qu'il y ait beaucoup de fibres, beaucoup de protéines, ben je vais digérer plus rapidement qu'un autre type d'aliment. Ouais. Donc, tu sais, le volume aussi, la taille de mon assiette, c'est une collation, c'est un repas, c'est un repas de 24 décembre. Ouais. Il y a différents facteurs qui vont influencer. Donc, déjà de se poser la question, si en ce moment, je déjeune en 3 minutes et quart en faisant défiler mon actualité sur mon cell, bien déjà d'augmenter à 5, 6, 7 minutes, déjà de doubler, bien déjà peut-être que ça va m'aider à prendre un petit peu plus conscience parce que des fois, ça peut être décourageant de se dire « Hey, moi, j'observe que ça me prend 4 minutes et demie déjeuner, puis il faudrait que ça soit une demi-heure. Je vais me lever 25 minutes plus tôt le matin pour déjeuner en regardant mon mur parce qu'on essaye d'éviter les temps d'écran. » Ça peut être long, là, ça peut être à la limite même anxiogène pour certaines personnes. Donc, d'y aller de façon réaliste serait une première recommandation que je vous donnerais, de comprendre le pourquoi, donc d'avoir plus de satisfaction puis d'avoir un certain délai pour identifier est-ce que j'ai répondu à ma faim ou pas.
si j'ai un peu plus de temps. Fait que peut-être pas le matin où je vais travailler, mais peut-être la fin de semaine ou les repas du soir la semaine, si ma routine de soir de semaine n'est pas chaotique en lien avec des enfants. C'est souvent ça les exemples qui reviennent quand même. Mais ça se peut que notre soir de semaine ne soit pas du tout chaotique avec des enfants. Je ne veux pas faire de généralité, mais il y a quand même ça qui peut revenir. Bien, on choisit un repas où on a le temps de prendre son temps, premièrement, pour que ce ne soit pas une pression encore plus de performance, encore une fois. Et on peut essayer de se servir, un exemple des fois que je donne comme exercice, disons, à mes clients, c'est de se servir une portion plus petite que ce qui se servirait par automatisme habituellement. Parce que, ben, on a des automatismes, on ne se pose pas nécessairement la question. J'ai mon plat habituel que je me sers des pâtes dedans, puis d'habitude, je mets, mettons, 2-3 louches, puis je ne me pose pas la question. Mais là, essayer de se servir peut-être une plus petite portion, de se questionner sur mon niveau de faim au moment où j'arrive au repas, ce serait quoi? Fait que, disons, sur une échelle de 10. Puis, une fois que j'ai fini cette portion-là, de réévaluer mon niveau de faim. Est-ce que là, il est encore présent? Est-ce que je suis rendue rassasiée? Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, sachant que je me suis servi une portion plus petite que ce que je me serais servi normalement. Mais ça permet de voir, est-ce que j'ai besoin de me resservir autant, ce qui donnerait, mettons, mon 100% habituel si je me sers une demi-portion au préalable, ou est-ce que je me resserre la moitié de la moitié? Donc, finalement, je mangerais 75% de ce que j'aurais mangé habituellement. Donc, c'est vraiment de faire ce travail-là de s'observer qui peut être aidant. Et de se rappeler que c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai mangé 75% de d'habitude que mon 100% de d'habitude n'est pas valide d'autres journées. Par exemple, une journée que j'ai plus jardiné parce que là, c'est le printemps puis je travaille sur mon terrain, bien, ça se peut que j'ai besoin de plus d'énergie que d'habitude. Donc, ça peut varier d'une journée à l'autre, exact. Définitivement. Fait qu'il y a ça qui pourrait être aidant. Puis, au niveau aussi de le contenu de ce qu'il y a dans mon assiette, bien, des fois, c'est de réaliser que bien, quand je mange juste des pâtes, par exemple, sauce tomate, bien, d'observer la fois d'après que je me sers des pâtes, si j'accompagne ça de, je ne sais pas, une sauce à base de PVT ou de viande, peu importe, PVT étant protéines végétales texturées, si jamais il y avait des gens qui ne le savaient pas. C'est quand même un aliment qui gagne en popularité, mais c'est pas tout le monde qui connaissait nécessairement, mais bref, est-ce que quand je bonifie, disons, la valeur nutritive de ce plat-là, est-ce que ça me permet d'être davantage rassasié? Puis là, il y a une chose que je veux aussi nommer, la différence entre rassasiement et satiété. Hein? Des fois, on les interchange, mais rappelons-nous que la faim, c'est le besoin que notre corps nous envoie, les signaux que notre corps nous envoie pour dire qu'on a besoin d'aller manger, d'aller chercher certains nutriments. Le rassasiement, c'est la disparition de ces signaux-là. Donc, des fois, on veut savoir c'est quoi les signaux du rassasiement, mais en fait, c'est la disparition des signaux de faim. Donc, si j'ai identifié que je commençais à avoir un peu mal à la tête, que j'ai des gargouillements, que j'ai de la difficulté à me concentrer, tout ça qui pourrait être des indicateurs que j'ai faim, bien, si ces indicateurs-là tendent à s'atténuer, voire à disparaître, bien, probablement que j'ai atteint le rassasiement. Donc, l'idée, c'est de se sentir bien. Alors que quand j'ai mangé au-delà du rassasiement, au-delà peut-être de ma faim, c'est là qu'on va sentir qu'on est peut-être un petit peu plus plein. On va sentir qu'on a peut-être envie de déboutonner un bouton de pantalon. Un petit mal de ventre ou quelque chose comme ça. Un petit mal de ventre. Donc ça peut être un indicateur qu'on a mangé un peu au-delà. L'autre chose aussi, c'est que quand on a faim, nos premières bouchées, généralement, elles sont plus savoureuses. Versus, justement, si on reprend le 24 décembre, bien, ça se peut que le dernier dessert d'une tablée de desserts soit moins bon que le premier. Donc, des fois, quand il y a plus de variété, que ce soit un réveillon de Noël ou dans un contexte de buffet ou de potluck entre amis, qu'on veut goûter à tout parce que bien, tout le monde s'est donné la peine d'amener un plat, donc on a le goût de goûter à différentes choses, bien, c'est quand même de privilégier les choses qu'on a le plus envie de goûter en premier. Puis après ça, de se resservir une deuxième fois si on a encore envie. Puis dans certains contextes, c'est vraiment correct de manger au-delà de notre faim aussi. Le 24 décembre, je ne m'attends pas à ce que personne soit juste suffisamment rassasié, là, rappelons-le. Puis la satiété, c'est l'état après. Donc, tu as faim puis rassasiement qui, mettons, un disparaît graduellement que l'autre apparaît. Puis satiété, c'est le fait de ne pas ressentir la faim puis d'être satisfait ou satisfaite. Fait que c'est l'état entre les deux. Donc, je pourrais être, si je prends un exemple, mettons que j'ai vraiment faim, je vais manger des aliments qui ne sont pas nécessairement denses en énergie. Mettons que je me fais une grosse assiette de crudité, je pourrais manger 2 livres de carottes. Bien là, c'est peut-être exagéré, mais je pourrais manger beaucoup puis me sentir pleine, donc rassasiée. J'ai plus faim, mais peut-être que rapidement, je vais avoir à nouveau faim. Donc, mon état de satiété va être moins long parce que je n'ai pas nécessairement répondu à mes besoins plus, disons, sensoriels et où je n'ai pas répondu à tous les besoins en nutriments que j'avais. Parce que, bon, des carottes, ça a
Ouais. belles vitamines, de beaux minéraux, un peu de glucides, mais il manque de choses. Je ne pourrais pas me nourrir seulement aux fruits et aux légumes, même si c'est des aliments qu'on tend à vouloir augmenter dans notre alimentation parce qu'on n'en mange pas suffisamment. N'en demeure pas moins que les autres groupes d'aliments sont importants aussi. Donc, la satiété, c'est un peu comme la confirmation dans le temps qui suit le repas qu'on a probablement comblé nos besoins puis qu'on est satisfait avec l'apport alimentaire qu'on a eu. Exactement. Très intéressant. Puis là, de ce que j'en comprends, quand tu as parlé tantôt de plus les aliments passent de temps dans la bouche, plus un peu tous les récepteurs qui peuvent être stimulés, appelons ça comme ça, peuvent être justement stimulés par le fait que ça se promène un peu plus. Est-ce que ça peut expliquer un phénomène, le phénomène suivant, où des fois tu as mangé peut-être sans bien mastiquer puis peut-être trop vite, donc tu arrives à un moment où tu te sens plein, mais que émotionnellement, tu as encore envie de la texture, puis du coup, donc tu te resserres parce que, tu sais, le feeling que ça goûte encore bon dans la bouche, puis j'ai encore envie d'avoir cette sensation-là dans la bouche, ça peut-tu être un des éléments qui explique ce phénomène-là? Le fait de ne pas avoir assez, comme, entre guillemets, profité de l'aliment dans la bouche en tant que tel? Oui, effectivement. Puis peut-être un autre point aussi qui peut expliquer ça, selon c'est quoi l'aliment, bien évidemment, mais la digestion, ça commence dans la bouche. Fait que si ce que j'ai pas beaucoup mastiqué, c'est quelque chose qui est plus riche en fibres, qui est plus riche en protéines, qui a une structure, une matrice alimentaire, qu'on va dire, plus complexe, ben ça se peut que mon estomac est comme « Wow, j'ai beaucoup de travail à faire pour venir digérer ça » versus si ça avait été plus mastiqué, mieux... que la digestion avait été déjà plus entamée dans la bouche. Ouais. Donc, il y a ces deux volets-là. Il y a effectivement le volet plus sensoriel, puis il y a le volet plus, disons, mécanique de la digestion, que si j'ai pas mastiqué suffisamment, ça se peut que je me sente pleine rapidement parce que mon estomac, il a besoin de plus travailler pour compenser. T'sais, il y a comme plus de pression sur les parois de mon estomac qui va avoir un impact au niveau de la sécrétion d'hormones qui va venir réduire ma sensation de faim. Donc, il y a ces deux volets-là, je dirais, sensation plus mécaniquement parlant. Mm-hmm. OK, super. Avant de conclure, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on est juste parti des 10 principes, puis on a pas mal découlé tout le reste, puis fait le lien avec toutes les autres questions que je voulais aborder. Mais il y a un élément que je voulais m'assurer d'aborder avec toi. Tu sais, c'est un peu... mettons, en 2 points. Premièrement, les gens qui... comment les gens pourraient se reconnaître d'être des personnes qui pourraient bénéficier d'intégrer certaines pratiques ou principes de l'alimentation intuitive. Tu sais, ce ne serait pas un peu des éléments clés que tu dirais, OK, si une personne reconnaît tel élément ou pense à telle affaire, ce serait une petite cloche d'alarme qui pourrait dire, ça se pourrait qu'il y aurait des bénéfices à améliorer soit la relation avec la nourriture, le comportement alimentaire, les croyances en lien avec la nourriture, etc. Ce serait quoi? Tu sais, peut-être vas-y avec les éléments clés que tu juges qui résument peut-être pour la majorité des gens. Oui, j'aurais tendance à dire si on rationalise beaucoup notre alimentation, si on est tout le temps en train d'essayer de optimiser notre rapport alimentaire en faisant des choix qui sont très rationnels, qui sont très basés sur des facteurs externes, donc des diètes qu'on a faites par le passé ou qu'on suit actuellement, puis que ça nous amène à être un peu perdus dans notre alimentation, puis qu'on ne sait plus trop, parce que c'est ça, on peut entendre d'un côté qu'on a tel aliment est interdit, on ne devrait jamais en manger, puis de l'autre côté, c'est le contraire. Donc, il y a tellement de cacophonie nutritionnelle, il y a tellement de désinformation qui circule. Ouais. Si on est perdu là-dedans puis qu'on ne sait plus comment s'y retrouver, probablement que l'alimentation intuitive peut être une approche qui est intéressante pour nous. Si on a l'impression qu'on est complètement déconnecté de nos signaux de faim et de rassasiement, qu'on a l'impression que nous, on est une personne qui n'a pas de fond jamais, bien peut-être que ça peut être une approche qui est intéressante aussi. Puis le dernier point, je dirais, si on a le temps et l'énergie et l'envie de découvrir cette approche-là, c'est vraiment un facteur qui est essentiel parce que c'est une approche qui demande, comme on l'a dit, beaucoup d'introspection, mais aussi une approche qui demande d'accepter que le poids, c'est plus notre objectif. Parce que si on garde encore en tête que notre objectif, c'est de perdre du poids, c'est quand même un élément clé de l'approche où si on n'est pas capable de se déconnecter de ça, ça va être difficile de se reconnecter à nos signaux corporels. Donc, l'idée, c'est pas de dire qu'on veut plus jamais toucher au poids, mais plus que dans un contexte où on veut intégrer cette approche-là, on le met un petit peu plus de côté, puis on voit qu'est-ce que ça nous donne. Est-ce que ça nous apporte du bien-être d'avoir cette approche-là puis de mettre le poids un peu de côté? Puis la réponse, elle est individuelle à tous et chacun. Donc, c'est pas définitif, cette approche-là, mais il faut quand même avoir une certaine ouverture pour avoir envie d'aller dans cette direction-là. Parce qu'au final, le poids, qu'il bouge ou non, peut ou ne pas être, mais sera un résultat des comportements. Si jamais ça bouge, c'est que ça va être les résultats d'un comportement et non en tant que tel.
perdre du poids, le poids, c'est pas un comportement, ou améliorer son image corporelle, c'est pas un comportement, c'est des choses qu'on doit faire qui vont peut-être mener vers le résultat d'améliorer son bien-être dans son corps ou au final que le poids bouge. Mais c'est encore une fois, parallèle avec mon travail, les gens, ce qu'ils veulent, c'est ne plus avoir de douleur, mais le résultat de ne plus avoir de douleur va passer par des comportements, c'est-à-dire faire tel programme d'exercice, réduire telle activité, modifier telle affaire dans ton hygiène de vie ou peu importe. Fait que je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur et aussi, on a plus, entre guillemets, d'impact en se basant sur voici les comportements à adopter ou les comportements peut-être à réduire pour aller mieux au final. Et ça peut au final mener à moins culpabiliser les gens parce que si les gens au final adoptent des comportements qui sont plus sains ou reconnus comme étant plus sains, mais peu importe le résultat, probablement qu'il y a plus de bénéfices qui vont en ressortir. Oui, définitivement. Puis pour terminer, il y a peut-être certains éléments ou certains cas particuliers ou précis que je voudrais qu'on fasse un tour rapidement. Des gens qui seraient dans le milieu sportif, tu sais, des grands sportifs haut niveau, que ce soit athlètes professionnels ou même du monde qui font beaucoup de sport d'endurance, ils vont peut-être avoir tendance à croire ou à penser que l'alimentation intuitive, ça ne me concerne pas, tu sais, pour un sportif. Ce serait quoi les éléments à défaire dans cette pensée-là en tant que telle? Oui, puis là, tu veux que j'y aille rapidement, ça va être difficile, mais je vais essayer. Vas-y avec les points clés que tu juges importants. Okay. Les points clés, bien, disons que si je vais aux Jeux olympiques puis que je vais performer demain, effectivement, c'est pas le temps de me dire « Hey, je filerais pour tel aliment que j'ai jamais mangé. » Disons, les prochains Jeux sont à Paris. « Ah, j'aimerais ça essayer tel fromage que j'ai jamais goûté, puis peut-être que là, je vais avoir des symptômes digestifs. » Puis c'est pas le temps. Ça revient aux 4 ans, là, les Jeux olympiques. Donc, effectivement, il y a des contextes près de la performance où c'est bien de suivre un petit peu plus la partie pensée, la partie rationnelle de l'approche intuitive, mais n'en demeure pas moins que l'athlète n'est pas que la journée de sa compétition. L'athlète, c'est 365 jours et quart par année. Il y a quand même une qualité émotionnelle, une qualité sensorielle au niveau de l'alimentation qui est importante de respecter. Puis quand on a une approche qui est plus intuitive, généralement, on va quand même avoir une fluctuation de poids justement qui est moins variable. Donc, on peut supposer que d'un point de vue des athlètes, bien, on va peut-être arriver à avoir une moins grande fluctuation du poids entre la saison de performance versus le off-season. Puis ça, on le voit dans notre pratique. Fait que c'est anecdotique. Là. Il n'y a pas nécessairement de données probantes actuellement, à ma connaissance, sur les performances sportives puis la population athlétique là, dans un contexte d'alimentation intuitive. N'en demeure pas moins que si je suis davantage à l'écoute de mon corps, bien, plus souvent qu'autrement, je vais être capable de moduler mes apports alimentaires en fonction de mon volume d'entraînement sans nécessairement avoir besoin de réfléchir puis de calculer, etc. Donc, chez les gens, disons, qui ont plus pratiqué des sports d'endurance, c'est comme une clientèle que je voyais un petit peu plus là, en pratique privée, bien, quand le volume d'entraînement augmente, des fois, les gens ont peur d'augmenter leur apport alimentaire, donc vont être plus fatigués, vont moins bien récupérer, vont moins bien performer dans leur entraînement. Versus si on les aide à identifier, bien ça, dans le fond, c'était de la faim. Tu avais besoin de manger plus, tu avais besoin de dormir plus selon la situation. Ouais. Mais ça peut contribuer à l'amélioration des performances au niveau de l'entraînement. Après ça, au niveau des sports plus de longue endurance, si on prend les ultra-trails dont on parlait un petit peu plus tôt, bien, la réalité, là, c'est que même si ton plan, ta stratégie nutritionnelle est la mieux construite au monde, que tu l'as testé en entraînement, le jour de la compétition, si tu n'as que ça en tête et que tu n'es pas capable de t'adapter en fonction de comment tu te sens, bien, la réalité, c'est qu'on ne le sait pas d'avance, ça va être quoi la météo, les conditions météorologiques. On ne sait pas à l'avance si tu ne vas pas... bien là, on le souhaite à personne, là, mais tu sais, que tu tombes, puis que là, ça te prend plus de temps que prévu de te relever, puis que là, tu as un petit peu mal, donc là, tu vas marcher un petit peu avant de te remettre à courir. Donc, tout ça, il faut être capable de le moduler en fonction de comment on se sent. Donc, oui, il y a des connaissances, effectivement, ça prend des glucides, un certain niveau d'hydratation, des électrolytes pour optimiser l'absorption. Donc, oui, il y a le volet connaissance qui va être un petit peu plus important dans un contexte de compétition, mais le volet d'être à l'écoute de son corps, d'être capable de reconnaître c'est quoi les signes et symptômes de, par exemple, si je commence à être déshydratée, si je commence à manquer d'énergie, pour être capable de moduler en fonction de ça. Ça, c'est dans la partie, mettons, plus en saison. Là, j'augmente mon volume puis je suis en compétition. Mais le off-season, la saison en dehors... Saison morte. Oui, saison morte, c'est bon. J'ai des petits termes plus anglophones des fois. Mais, tu sais, ça, des fois, les gens vont
avoir tendance, s'ils n'écoutent pas nécessairement leur corps, à continuer de manger autant que quand leur volume d'entraînement est élevé. Puis là, après ça, ils vont me dire, ah ben tu sais, moi, off-season, c'est sûr, je prends tout le temps X nombre de poids. Puis là, ben, je viens de consulter en début de saison parce que je veux perdre du poids pour ma performance. Mais si on apprend à manger un peu plus intuitivement, ces fluctuations-là ont tendance à être moins grandes parce que si j'écoute mon corps va avoir moins de besoins énergétiques quand mon volume d'entraînement diminue. Donc, il y a quand même ce volet-là qui peut être intéressant d'un point de vue des gens qui bougent beaucoup. Puis quand on parle de la retraite des athlètes, là, ça aussi, c'est vraiment important de le nommer. Vraiment. Les troubles de comportement alimentaire chez les personnes, chez les gens dans le domaine du sport, là, chez les athlètes en général, c'est quand même assez présent, mais c'est encore plus omniprésent lorsqu'il y a la retraite. Si on n'a pas préparé l'athlète à faire des choix justement qui ne sont pas basés sur des plans alimentaires qui sont peut-être plus rigides. Très bon point. C'est important de les outiller parce que ben c'est pas vrai qu'ils vont performer jusqu'à 80 ans. À un moment donné, ils vont prendre leur retraite, puis il faut les préparer à ça. Puis l'approche intuitive peut les aider à ce que la transition entre « faut que j'optimise mon corps qui est ma machine de performance, qui est mon outil de performance » versus un mode de vie qui est peut-être plus comme les gens, je veux dire, normaux avec des guillemets, là, mais c'est comme dans la vraie vie. Ils ne sont pas dans l'élite sportive. Disons. Exactement. Donc, ça peut avoir un effet bénéfique, mais c'est sûr que les principes ne seront pas appliqués de la même façon parce qu'effectivement, on ne va peut-être pas juste miser sur mange quand tu as faim puis arrête quand tu n'as plus faim parce que c'est vrai que quand j'ai un gros volume d'entraînement, bien, ça se peut que j'ai des besoins énergétiques qui sont très grands. Donc là, on va miser sur des stratégies pour augmenter la densité énergétique pour nous assurer qu'on répond aux besoins nutritionnels de l'athlète pour optimiser sa progression et sa performance. Mais on va quand même considérer le fait que c'est pas que la performance, l'individu il est plus complet que juste la performance. Donc, il y a quand même il y a une place là, pour l'approche intuitive chez les gens qui veulent performer, mais on va miser un petit peu plus sur certains des principes, puis d'autres qu'on va garder peut-être un petit peu plus pour le off-season ou pour donc, la encore retraite. Une fois, une flexibilité à travers Exactement. Ça. Puis, en lien avec des personnes qui ont plus des enjeux de santé. Mm-hmm. Fait que, il y a des personnes qui ont certaines conditions médicales. On peut penser à diabète, on peut penser à des allergies ou une condition de santé qui fait en sorte que les gens ils ont certains choix à faire ou ils doivent faire justement certains choix en lien avec l'alimentation. Est-ce que c'est possible d'intégrer l'alimentation intuitive ou à tout le moins des principes en lien avec ça? Oui, bien définitivement. À part peut-être quand il y a des allergies ou par exemple la maladie cœliaque où il y a vraiment des aliments que il ne faut pas du tout en manger. C'est ça, des vraies interdictions qui Exactement. sont dangereuses pour la santé. Que là, on va vraiment avoir une restriction considérant l'état de santé. Mais on va quand même travailler à c'est quoi les aliments qui vont répondre à ce désir sensoriel-là. Disons que pour le pain, c'est de trouver quel pain sans gluten va répondre à mon besoin d'avoir cette texture-là. Puis des fois, on a tendance à vouloir vraiment que remplacer un aliment pour un autre, mais il faut se rappeler aussi qu'il y a plein d'aliments qui sont sans gluten, qui sont délicieux aussi, puis qu'on n'a pas besoin de tout le temps vouloir remplacer. C'est ça, tu n'as pas besoin d'avoir du pain sans gluten pour satisfaire le feeling de manger un pain qui est moelleux. Il peut y avoir d'autres aliments qui répondent à ce même Oui, exactement. On peut aller chercher d'autres aliments qui vont répondre à ces textures-là, ces qualités, on va dire, organoleptiques-là, sans nécessairement que ce soit... organoleptique. Donc, c'est des sensations au niveau, justement, buccal. Donc, on peut aller chercher d'autres aliments. Du riz, ça va venir répondre à notre besoin plus au niveau de la valeur énergétique en termes de glucides, mais c'est un aliment qui est le moelleux, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui est tendre, peut-être un petit peu plus au niveau... Ça dépend qui fait le riz. Oui, c'est vrai. Effectivement, ça dépend de la sorte de riz aussi. Mais bref, de travailler avec la personne pour aller remplacer les aliments qui lui procuraient du plaisir, de la satisfaction pour continuer de répondre à ce besoin-là, mais avec d'autres aliments, que ce soit des substituts un pour un, comme similaires, ou que ce soit vraiment d'autres types d'aliments, mais qui vont quand même répondre à ces besoins-là. Mais il y a beaucoup de conditions médicales où le fait d'être davantage à l'écoute de notre corps, ça va aussi nous aider à mieux reconnaître nos signes et symptômes. Si je pense notamment au diabète, si d'être plus à l'écoute de mon corps, ça se peut que je sois capable d'identifier plus rapidement mes symptômes d'hypo ou d'hyperglycémie versus de me fier seulement à mon lecteur de glycémie, soit en continu ou soit... mon Dieu, comment t'appelles ça? L'autre. En continu, puis t'as... Et je sais pas. Moi, je suis pas une pro du diabète, je m'en excuse. Je m'excuse d'ailleurs auprès de Sam dans mon équipe, qui lui est un pro du diabète, qui doit avoir honte de moi en ce moment. OK. On salue Sam. On salue Sam. Mais bref, je sais qu'il y a de la littérature scientifique, moi, c'est plus ça mon domaine d'expertise, qui démontre que de manger plus en pleine conscience, donc c'est pas nécessairement une approche en alimentation intuitive, mais une étude plus sur l'alimentation pleine conscience, qui démontrait que ceux qui mangeaient plus en pleine conscience
avaient non seulement une meilleure perception de leur glycémie, mais qui avaient aussi une amélioration au niveau de leur comportement alimentaire. Donc, d'avoir une approche intuitive, même dans une condition médicale où on a l'impression que faut avoir certaines restrictions alimentaires pour mieux gérer notre maladie, mais c'est pas tout le temps vrai parce que veut pas, si on se rappelle que l'alimentation intuitive peut nous aider à avoir moins de comportements fluctuants dans notre alimentation, si j'ai moins d'excès alimentaire dans certains types d'aliments, ça se peut qu'au contraire, de ne pas avoir d'interdit va faire en sorte que la qualité de mon alimentation pourrait être meilleure et pourrait faire en sorte que j'ai un meilleur contrôle de mon alimentation. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains principes à considérer. Le principe, justement, où on parle d'honorer sa santé avec une alimentation bienveillante, où on va avoir un aspect un peu plus rationnel, il faut quand même le nommer. Qu'est-ce qui influence les fluctuations de ma glycémie? Donc, on parlait un petit peu de protéines puis de fibres un petit peu plus tôt. Donc, on va quand même avoir ces notions-là qu'on va discuter avec la personne. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est peut-être que dans un contexte où il y a une condition médicale, c'est là que c'est d'autant plus important d'être accompagné d'un ou d'une nutritionniste qui est à l'aise avec cette approche-là, si c'est l'approche que vous désirez, pour s'assurer que ce soit fait, oui, pour optimiser la relation qu'on a avec la nourriture, mais pas au détriment de la santé non plus. Exact, oui, c'est ça. Parce que c'est quelque chose qui peut mériter une expertise pour être capable de le faire de façon saine. Exactement. Écoute, je pense qu'on a fait un très bon tour d'horizon sur le sujet. Est-ce que tu penses qu'il y a des éléments vraiment clés, là, des trucs importants que tu penses qu'on n'a pas abordés, que tu dis ça, il fallait absolument qu'on en parle, que ce soit des mythes qui reviennent ou tu penses qu'on a fait un bon tour satisfaisant du sujet? Je pense qu'on a fait un bon tour, mais je pourrais en parler pendant des heures, c'est sûr, des jours, on pourrait des faire semaines. 3 podcasts là-dessus. Ce serait quoi, peut-être en conclusion, tes 2 ou 3 messages clés que tu voudrais que les gens retiennent de l'épisode d'aujourd'hui? Faire confiance à votre corps, que généralement, on a tendance à vouloir mettre de l'avant des recommandations spécifiques, qu'on veut une recette toute faite, qu'on veut une solution précise, mais que l'approche intuitive, c'est une approche qui demande un certain temps, un certain travail et qui demande de faire confiance à notre corps, puis que c'est pas nécessairement accessible en tout temps et à tous. Donc, de ne pas se mettre de pression ou de se sentir coupable si on n'est pas capable de mettre certains principes en pratique, d'y aller selon notre réalité, d'y aller un pas à la fois et au besoin d'aller chercher de l'accompagnement. C'est pas toujours nécessaire. Je veux pas nécessairement dire qu'on a toujours besoin d'être accompagné. Il y a différentes ressources. Ton podcast va en être un exemple. Il y a des livres qui existent. Donc, on peut commencer à s'intéresser à l'approche sans nécessairement plonger dedans dans un contexte plus officiel. Et peut-être de garder en tête que ça peut être confrontant de se dire que le poids, c'est pas si important que ça. Donc, d'aller avec bienveillance envers soi, de ne pas se taper sur la tête si on a fait plein de régimes par le passé, puis que là, on se dit, oh mon Dieu, j'ai peut-être nuit à la capacité que mon corps a à m'envoyer certains signaux, à reconnaître certains signaux. Donc, de ne pas se culpabiliser pour le passé non plus, puis d'y aller avec vraiment une approche qui est le plus bienveillante possible pour prendre soin de soi et non pas se mettre de pression, là, de bien faire, entre guillemets, les choses. Il n'y a pas de bonne façon de manger intuitivement. Il y a autant de façons de manger intuitivement qu'il y a d'individus. Et si les gens veulent en savoir plus, il y a ton livre que oui. Les gens peuvent lire. Veux-tu juste rappeler le titre? Oui, c'est Manger et bouger intuitivement que j'ai écrit avec ma collègue et amie Geneviève Nadeau, qui est paru, ça fait 2 ans déjà, mais je continue encore de recevoir des beaux témoignages. Donc, petite parenthèse, c'est des fois, les gens sont gênés de nous écrire. N'hésitez pas, ça nous fait toujours très, très, très plaisir de savoir comment que vous le mettez en pratique, à quel point ça peut avoir un impact. Avoir un retour. Exactement, parce qu'il y a des exercices à faire dans le livre. Là, à chaque chapitre, il y a comme une thématique, des exercices à faire, des recettes, etc. Donc, de savoir comment que ça vous fait vous sentir, c'est tout le temps... on ne le réalise pas, mais c'est beaucoup de travail écrire un livre. Donc, de savoir l'impact que ça a. On ne fait pas ça pour être millionnaire non plus. Non, définitivement pas, mais ça fait plaisir de voir comment ça peut aider les gens, parce qu'en consultation individuelle, puis ça, c'est une partie qui me manque un petit peu. Là, j'ai hâte de finir mon doctorat pour pouvoir en reprendre. Mais on n'a pas cet échange-là qu'en consultation, j'avais le retour direct. Si vous avez des commentaires, puis ça peut être constructif aussi, là, vous pouvez me dire que finalement, le livre ne vous a pas aidé pantoute, puis vous ne l'avez pas aimé. J'aime ça quand même avoir un retour constructif, mais n'hésitez pas. Donc, Manger et bouger intuitivement, Karine Paiement et Geneviève Nadeau, c'est le titre du livre et les autrices. Puis, sur ton site web de la clinique, j'ai vu qu'il y a quand même plusieurs articles de blog, de l'info complémentaire à ce qu'on a discuté, même des idées de recettes. Fait que peut-être donner l'adresse de ton site web, peut-être même un endroit où les gens peuvent communiquer avec toi s'ils ont plus de questions en lien avec le sujet ou qui s'intéressent à
être accompagné par une équipe de nutritionnistes? Oui, en fait, j'ai 2 sites web parce que c'est ça, hein, moi, je fais pas les choses à moitié. Ouais. J'aime ça être bien occupée. J'ai le volet plus nutrition sportive, donc plus les gens qui veulent soit performer ou juste améliorer leurs symptômes digestifs à l'effort, peu importe. Donc ça, c'est plus endorphinenutrition.com ou Endorphine Nutrition Sportive sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Endorphine Nutrition sur Instagram. On a un compte TikTok aussi. Je ne suis pas très active sur TikTok. Bravo, je m'en je suis pas rendu excuse. là encore. Mais le compte existe. Si Ouais. jamais un jour on se met à être plus productif, ben, au moins vous aurez l'information. Et on a Nutri Sans Chichi qui est plus le volet, disons, relation avec la nourriture, conditions médicales, chirurgie bariatrique. Ça, c'est un autre pan qu'on pourrait parler, un autre épisode complet là-dessus. Mais bref, on a plus le volet médical, disons, si je peux dire comme ça, qui est Nutri Sans Chichi. Donc, Nutri Sans Chichi sur Facebook, sur Instagram. On n'a pas TikTok, je ne me suis pas lancée là-dedans de ce côté-là. Et le site web, c'est cliniquenutrisanschichi.com. Puis, si vous voulez me parler à moi directement, c'est plus via Instagram, karinepaiement.dtp. Fait que oui, Excellent. j'ai beaucoup de réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas si actifs que ça, mais on répond quand même. Super. Les infos sont là au besoin. Exactement. Karine, merci beaucoup. Vraiment un grand plaisir de t'avoir reçu. Puis au plaisir de peut-être te recevoir à nouveau parce que là, tu as ton doctorat qui est comme en lien avec ce qu'on a discuté, mais on pourrait parler plus de l'aspect activité physique. Fait que bref, on s'en reparlera au plaisir de te recevoir ou sinon de se reparler dans le futur. Ben oui, merci à toi pour l'invitation. Puis je prends l'invitation si tu veux qu'on parle d'activité physique intuitive, qui est un volet, c'est inclus dans l'alimentation intuitive, le volet ressentir le plaisir de bouger, ressentir la différence. Mais l'activité physique intuitive, c'est plus complet. Il y a plein de parallèles à faire, mais bref. Ça pourrait être une belle idée de sujet pour une belle idée de sujet, oui, pour l'année prochaine ou l'autre d'après. Fait qu'on s'en reparlera. Génial. Super. Merci encore. Salut. Merci à toi.